classes de plus en plus complexes. Donc, voilà, c'est 5 années de nouvelles découvertes. Alors, donc, bon, très rapidement, donc le seuil, il n'a pas bougé, 3,3 millions. Petit piège, c'est qu'effectivement, les gens qui ont 1,310 million, ils pensent qu'ils vont payer sur 10 000, mais pas du tout. Ils vont payer sur 810 000. Voilà, parce qu'on remonte à 800 000. Ouais. Donc là, il faut effectivement faire... Oui, tout à fait, 510 000. Allez, continue. Non, c'est-à-dire qu'on repart au seuil de 800 000. Donc si vous avez 1,310 million, ça fait 800 jusqu'à 1,310 million. Et non pas juste sur les 10 000 qui dépassent. Ce qui déclenche, c'est 1,3 million. Voilà. Il faut faire attention, ça déclenche à 1,3 million, mais ça calcule à partir de 800 000. Il faut faire attention à ça. Voilà, donc c'est parfois des mauvaises surprises. Alors, ensuite, donc effectivement, vous avez échappé que maintenant, il n'y a que les biens immobiliers détenus directement ou indirectement, donc on va voir ça. Et puis, on a effectivement la règle du plafonnement dont on parlera tout à l'heure. Alors, petite particularité de l'IFI, qui était également de la SSF, c'est qu'on prend en compte le patrimoine de monsieur, de madame, ou des deux madame ou des deux monsieur, et aussi celui des enfants mineurs. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte le patrimoine des enfants majeurs, juste des enfants mineurs. Alors, ce qui est amusant, c'est le concubinage notoire, où normalement, même si les gens vivent ensemble, mais ne sont ni mariés ni pacsés, et ben, si c'est un concubinage notoire, et ben, dans ce cas-là, on doit additionner le patrimoine de l'un et de l'autre. Alors, bien franchement, j'ai rarement vu l'administration aller trop s'immiscer dans l'intimité des couples. En revanche, ça m'est arrivé d'avoir des clients qui sont en concubinage notoire et qui, pour des raisons qui m'échappent, souhaitent déclarer quand même l'IFI. Soit, hein, mais j'ai rarement vu l'administration, sauf pour des gens célèbres que je n'ai pas forcément comme clients, intervenir pour calculer un IFI quand on est en concubinage notoire. Alors, c'est ce qu'on vous disait, en papier, ça commence à urger, mais pour le reste, si vous habitez en région parisienne, vous avez jusqu'au 6 juin. Alors, donc, la déclaration d'IFI, vous la connaissez peut-être par cœur, donc on a un certain nombre d'annexes qui correspondent à un certain nombre de biens ou un certain nombre de rubriques. Alors, la première annexe. Alors, l'annexe 1, on se demande à quoi elle sert, parce que ça concerne les biens qui sont exonérés. C'est-à-dire les biens qui sont utilisés à titre professionnel. Alors, beaucoup de gens se frottent les mains en disant « Super, j'ai un bien qui est exonéré, mais allons voir ce qu'est un bien à titre professionnel. » Alors, bien affecté à l'exploitation de la société ou à l'exploitation de l'activité personnelle, hein, si c'est un BIC, un BNC, etc., si effectivement c'est un artiste qui a un atelier, son atelier va être exo d'ISF, Alors, la petite subtilité tout de même, c'est que il faut que le bien rapporte plus de 50% des revenus du foyer. Donc, si vous avez, je sais pas, une activité, par exemple, vous êtes BNC, grand expert immobilier, que vous avez 100 000 € de revenus, et qu'à côté, vous êtes artiste, le même, hein, Grégory, il est à la fois expert et artiste, et s'il a un atelier, il se dit, c'est mon activité professionnelle d'artiste, eh bien, si l'activité d'artiste ne rapporte pas au moins 50% de la totalité de son revenu, on ne pourra pas considérer que son atelier est exonéré. Vous voyez, donc là, il y a une petite subtilité. Il faut analyser les revenus pour être sûr que le bien est exonéré. Voilà. Alors, ouais, pour les locations meublées, alors là, c'est aussi, c'est pas ta caisse, c'est location meublée, parce qu'il y a plusieurs critères différents. C'est-à-dire que l'appréciation de la location meublée professionnelle n'est pas la même en matière d'impôt sur le revenu et en matière d'IFI. En matière d'IFI, pour que ce soit, c'est dans le prolongement de ce que je vous ai dit, pour que ce soit considéré comme une location meublée professionnelle
exonéré, il faut qu'il y ait plus de 50% des revenus professionnels, et là, c'est là la subtilité, retraite comprise. Si vous avez 100 000 € de retraite, on peut rêver, eh bien, pour pouvoir avoir une location meublée dont l'immeuble est exonéré de IFI, eh bien, il faut que vous ayez combien de revenus de la location meublée? 100 000. Eh ben voilà, non, 100 000. Voilà, donc si vous avez 50 000, eh ben, vous ne pouvez pas considérer qu'il y a une exonération d'IFI. Donc C'est 50% en fait. 50% du revenu total. D'accord. Vas-y. Alors, donc, annexe 1, les biens exonérés, on espère qu'il y en a beaucoup. Parce que c'est exonéré. Annexe 2. Alors, l'annexe 2, c'est les biens détenus directement. Alors, quel est l'actif taxable des biens détenus directement? Ben, faut cliquer. Ben oui, il faut cliquer. Tu cliques sur actif taxable. Voilà. Alors, l'actif taxable, c'est donc les immeubles bâtis, les bâtiments classés, alors monument historique ou pas, il faut quand même les mettre dans la déclaration, les immeubles non bâtis, et ils doivent être déclarés pour la valeur vénale de l'immeuble au 1er janvier. Maintenant, après... Hop. Alors, ouais, petit piège pour les démembrements de propriété, c'est que si on a un démembrement de propriété, vous voyez ce que c'est, démembrement de propriété, c'est-à-dire que la propriété, c'est l'usus, c'est le fructus. L'usus, c'est l'usufruit, c'est-à-dire le droit d'utiliser le bien et d'en tirer les fruits. Et l'abusus, c'est la nue propriété, c'est-à-dire le droit de disposer du bien. En règle générale, on va le voir, c'est l'usufruitier qui doit payer l'IFI sur la valeur totale de l'immeuble et donc sur la seule valeur de l'usufruit. D'accord? Et si on a un démembrement de propriété, il n'y a pas d'abattement, mais ça, Grégory vous en parlera tout à l'heure. Alors j'ai un certain nombre de clients qui, emportés par leur recherche systématique des abattements, disent « Oh oui, bah, c'est un usufruit, pour pouvoir, on va faire un petit abattement. » Alors, Grégory vous dira que c'est pas idiot intellectuellement, mais c'est pas admis, pour le moment en tous les cas, par l'administration. Il se pose le problème de la liquidité, en fait, on en parlera tout à l'heure. Moi, je considère, à titre personnel, enfin, d'expert, qu'un bien démembré est forcément moins liquide qu'un bien détenu en pleine propriété. C'est vrai, bah oui, c'est vrai, mais c'est pas accepté par l'administration fiscale, donc nous y travaillons. Et nous y perdons. Et moi-même siégeons à la commission départementale de conciliation fiscale, donc on mène un combat difficile, mais on espère un jour avoir gain de cause, notamment là-dessus. Alors, en cas d'indivision. Oui. Pardon? En cas d'indivision. Oui, non, bah là on peut y aller. On peut faire des abattements en cas d'indivision. Alors si vous êtes 50 et pas vous avez un gros abattement, on va y venir. On va en parler, vous inquiétez pas. Ouais. Alors, là c'est le nœud gordien, comme on dit, de déclaration IFI, c'est comment on va évaluer les biens. Et c'est un vrai sujet, tant qu'un bien il n'est pas vendu, c'est dur de savoir combien il vaut. D'où la citation latine res tantum valet quantum vendit potes, qui veut dire que la valeur d'un bien c'est le prix du chèque. Hein. Tant qu'on n'a pas de chèque, c'est difficile de savoir quel est le prix du bien. Néanmoins, notre travail avec Grégory, c'est aussi de tenter d'évaluer le bien et de faire accepter cette évaluation par nos amis des impôts. Alors, là, il va vous parler, il y a différentes méthodes de capitalisation. Vas-y, passe directement au... Alors, vas-y, hop, voilà. Ouais. Donc, petite définition de l'expertise. Donc, selon la charte de l'expertise, qu'est-ce que c'est qu'une expertise? C'est un rapport formel établi par un expert, bien évidemment, qui donc détermine une valeur exacte d'un bien immobilier compte tenu de sa situation juridique, économique, technique et fiscale. L'expert raisonne en termes de valeur sur le moyen terme, dans un contexte juridique et fiscal donné, ce qui est différent d'un avis de valeur d'un agent immobilier
qui va vous donner la valeur de votre bien à un instant T, sans tenir compte, j'ai envie de dire, du contexte dans lequel se trouve le bien immobilier. Et bien évidemment, un avis donné par ChatGPT, ça reste un avis de valeur de ChatGPT, avec toutes les conséquences que ça qui en découlent. Ouais, je dirais même plus loin, et par rapport à nos amis des impôts, comme par rapport aux tribunaux, je veux dire un avis de valeur, et là souvent j'ai des clients qui sont tout contents, qui viennent avec 2 avis de valeur d'agent immobilier. Franchement, ça vaut rien du tout. C'est-à-dire que les impôts, ils vont dire ok, mais on ne se sent absolument pas lié par cet avis de valeur. Alors que quand on a une expertise faite par un expert avec des tas de tampons, dans ce cas-là, l'administration va y accorder un peu plus d'intérêt et la commission de conciliation va effectivement être plus sensible à une expertise qu'à un avis de valeur d'un agent immobilier. Alors ça c'est très clair, les avis de valeur en commission, pour le voir très régulièrement, sont systématiquement mis de côté par l'administration fiscale, ils n'en parlent même pas. Les rapports d'expertise, effectivement, donc là il y a matière où on discute, mais c'est pas parce que, alors c'est un peu ça le combat aussi, c'est que ça nous aide dans le combat face à l'administration fiscale sur une valeur donnée, d'avoir un rapport d'expertise, mais en commission de conciliation, c'est pas parce qu'on apporte un rapport d'expertise qu'on aura forcément gain de cause, puisque en commission de conciliation, c'est l'administration qui a un petit peu derrière nous. La commission de conciliation, ou ouais, un petit peu. Alors, en fait, si jamais, par extraordinaire, l'administration n'est pas d'accord avec l'évaluation que vous avez mentionnée sur votre déclaration d'IFI, elle va vous envoyer une proposition de rectification en disant bah, vous êtes bien mignon, mais je trouve que vous avez été trop modeste. D'accord? Et votre bien que vous avez évalué 1000, eh ben, il vaut 2000. Vous avez la possibilité, dans le cadre de contrôle fiscal, de demander l'intervention de la commission de conciliation. La commission de conciliation, c'est une instance paritaire, c'est-à-dire on a 3 représentants de l'administration fiscale qui sont au moins des chefs de service, donc des... Voilà. Alors eux, en général, ils soutiennent leurs collègues, ça c'est clair. Et vous avez le Pomaré qui siège à la commission au titre de la représentation de la Chambre des propriétaires. Voilà, ou Jean Passol, ou moi-même, ou Hélène Bovigny. Voilà, il y a des... Voilà. Donc on est là pour représenter le contribuable et essayer de... défendre les intérêts du contribuable. Voilà, il y a un membre de la Chambre commerciale et d'industrie. Il y a un membre, puisque c'est paritaire, donc on est 3 de chaque côté, et un membre de la Chambre des notaires. Voilà. Et donc le président, c'est un magistrat du pôle financier, du TJ de Paris, bien évidemment. Donc voilà. C'est l'homme à convaincre en général. Voilà, c'est l'homme à convaincre. La femme à convaincre. Voilà, tout à fait. Voilà, et c'est vraiment, franchement, je peux vous promettre hein, que l'avis de la commission ne peut pas être supérieur à la proposition de rectification. Donc le fait d'aller voir la commission, ça peut que diminuer la facture. Hein. Ça ne peut pas l'augmenter. Et si le dossier est bien fait, c'est pour ça qu'il faut faire un dossier qui tient la route. Et on voit, on a vraiment en général, c'est des avocats ou des experts qui ont travaillé le dossier, qui présentent leurs conclusions ou rapports à la commission. Et quand il y a des choses à dire, la commission les accepte. Hein. Bon, souvent, ça descend. Je dirais, sauf si le rapport est mal fait ou le dossier est complètement pourri. Si vous avez effectivement un immeuble qui vous avez mis 100 000 € qui vaut 1 million, bon, oui, on ne peut pas faire de miracle. Hein, donc ça va être un peu compliqué. Ouais, sur les dossiers où vraiment clairement il y a vraiment un problème sur la valeur, on ne peut pas faire de miracle là-dessus, on ne pourra rien faire. Et puis même nous, il ne faut pas, je veux dire, après on perd toute crédibilité. Si vous avez un immeuble qui a 100 000 qui vaut 1 million, on ne va pas te défendre. Mais si effectivement c'est 500 000, 1 million, franchement, mais surtout que déjà il est très humide, il y a des travaux partout, il faut mettre l'ascenseur, le DPE il est pourri. Donc vraiment, quand on a des choses à dire, que ce soit Grégory ou moi, je veux dire franchement, on se bat pour que l'administration diminue un peu ses prétentions. Et après, si la décision ne vous est pas très favorable,
de la part de la commission, c'est pas très grave. Nous, ce qu'on essaye, c'est de faire diminuer le prix. C'est pas toujours évident. Je siège à plusieurs commissions départementales et à Paris, je ne vous cache pas que c'est la plus difficile, mais le combat n'est pas perdu. C'est-à-dire qu'après, il faut continuer. Vous devez faire valoir vos droits. Il faut savoir que l'expertise et des droits en matière immobilière. Donc si vous allez plus loin, vous demandez une expertise et le juge va nommer un expert judiciaire et après il respecte la charte de l'expertise. Donc toutes les méthodes qui ne seraient pas acceptées par l'administration fiscale, le juge il ne va pas s'amuser à vérifier les méthodes, il a un rapport d'expertise judiciaire et donc je pense que c'est important d'aller au bout. Mais donc il y a un enjeu financier qui soit important, mais il faut la demander. Tout à fait. Et n'y allez pas tout seul. Franchement, voilà. Enfin, ça dépend des enjeux. Si le redressement il est de 10 000 balles, bon, bah, vous payez, vous passez à autre chose. Ouais. Mais si vous avez un redressement qui est de 50, 100 000, 1 million, bon, faut se battre. Et pour se battre, il faut aller se faire aider pour aller devant la commission de conciliation. Il ne faut pas y aller les mains dans les poches. Ouais, il faut vraiment préparer le dossier. Ouais. Il ne faut pas faire du bruit avec sa bouche. Hein. Il faut avoir des papiers, des devis, des factures, une expertise. Il faut arriver avec quelque chose. Je vous promets, tous les gens qui arrivent en racontant leur vie, c'est galère après. Hein. Ben oui, il ne faut pas faire du bruit avec sa bouche. Venir avec des papiers. Voilà, et bien conseillé. Bien conseillé. Donc, le dernier point qui est important, ça concerne l'expertise, elle est amiable et ou judiciaire. Depuis 2021, un décret permet de faire en sorte qu'une expertise amiable ait la même valeur qu'une expertise judiciaire à partir du moment où les parties sont d'accord sur l'expertise, bien évidemment. Donc ça, c'est un élément qui est important. En tout état de cause, en matière judiciaire, elle est nécessairement contradictoire. Ensuite, donc effectivement, il faut savoir quand est-ce que l'expert intervient. Donc bien évidemment, on parlait d'agent immobilier tout à l'heure, sur un bien un peu atypique qui est un petit peu spécifique, on peut faire intervenir un expert avant la vente pour savoir effectivement quelle est la valeur exacte du bien, parce que l'expert est indépendant et impartial, il n'est pas là pour rentrer un mandat, contrairement à un agent immobilier. Donc si vous avez un doute sur la valeur, avant de le vendre, ça peut être bien de faire appel à un expert, ça m'est déjà arrivé, de déterminer la valeur d'un immeuble pour qu'ensuite le propriétaire puisse le vendre plus sereinement. Ça peut être aussi un bon test de tester les agents immobiliers, d'avoir la valeur de l'expert et après de demander à quelques agents immobiliers de venir pour déterminer quelle serait la valeur au titre de la commercialisation. Ça vous permet de savoir un petit peu à qui vous avez affaire. Dans le cas de succession plus classique, je travaille souvent avec les notaires qui font appel à mes services. Ça leur permet de s'exonérer en responsabilité sur la valeur des biens, de même que vous propriétaires. Donc je suis régulièrement missionné pour déterminer bien les actifs immobiliers qui rentrent dans la succession. Pour le partage, c'est pareil, donation-partage. Là, de façon à être équitable, en termes d'équité, ça évite, ça éteint, ça anticipe les futurs litiges et éteint tous les conflits qui pourraient apparaître en nommant un expert qui reste indépendant et impartial sur la valeur des actifs qui seront à répartir. Sur ce point, je rajouterai, avec toute la bienveillance que je peux avoir avec mes amis notaires, un notaire, hein, il est officier ministériel, il n'aime pas c'est pas ses sous, lui il veut que les actes ils soient bien carrés, bien comme il faut, et c'est tout à son honneur. Mais si on lui amène un immeuble, alors il vous demande des fois, je voudrais deux évaluations d'agence. Voilà, ça vaut rien du tout. Et si le bien est d'importance, c'est vrai que le notaire, s'il a une expertise, il va être rassuré, c'est-à-dire même si l'immeuble il vaut 1 million et l'expert il dit 500 000, et ben, le notaire il mettra 500 000. Pourquoi? Parce que si jamais le fisc vient lui chercher des histoires, il renverra vers Pomaret en disant bah, c'est pas moi, c'est l'expert. Donc le notaire, pour avoir des positions, j'allais dire, un peu plus agressives sur le plan fiscal, il a besoin d'avoir un sachant qui lui dise ça vaut 500 000. Voilà, de son propre chef, il va avoir du mal à dire ça vaut 500 000 si il y a l'immeuble, la part du dessus qui s'est vendu 1 million. Vous voyez? Donc il va dire là je prends un risque. Donc il ne va pas le faire.
Alors que si Pomarez lui dit ça vaut 500 000, sauf que Pomarez, si ça vaut pas 500 000, il vous dira pas ça vaut 500 000. Je veux dire, il y a une charte de l'expertise qu'il est obligé de respecter. Il ne peut pas faire complètement n'importe quoi pour vous faire plaisir. Mais il a plus de marge que le notaire et qui, lui, a peur pour sa responsabilité. Idem dans les partages. S'il y a des conjoints qui s'estiment lésés, il va tomber sur le notaire. Donc si le notaire il dit bah c'est pas moi, c'est Pomarez, c'est pas lui, c'est Pomarez. Donc il sera beaucoup plus relax le notaire. Donc effectivement, et élément important aussi par rapport aux avis de valeur, c'est-à-dire que un avis de valeur en général, je crois que c'est gratuit ou c'est très peu cher. Ça vaut pas beaucoup plus. En termes de responsabilité, là on parle dans le cas de succession, les taux c'est pas les mêmes. Donc sur la valeur, si vous avez un redressement fiscal parce que vous êtes trompé sur la valeur, les conséquences elles sont beaucoup plus importantes. Donc ça peut être bien aussi de transférer la responsabilité sur un sachant, sur un professionnel, plutôt que de l'avoir sur votre tête. En toute expose, elle ne sera pas sur la tête du notaire, ça c'est sûr. Sachant que oui, c'est une très bonne remarque, c'est-à-dire que quand on parle de droit de succession, quand la succession est un peu importante, on est loin des 1% ou 1,5% de l'IFI. Là, on parle carrément de 30 ou 40%. Donc l'histoire n'est pas la même. Hein, si vous avez une insuffisance de 300 000, bon, à l'IFI, ça vous coûte 4 000 euros. Si c'est une succession, 300 000, c'est pas la même. Ça vous coûte 100 000 euros, vous voyez, donc c'est pas du tout pareil. Dans le deuxième cas, je dis tout le temps, allez voir un expert qui va vous faire une expertise. Le jeu en vaut la chandelle. Bon, pour l'IFI, bon, un guidet, ça suffit. Mais si c'est il faut que l'enjeu soit proportionnel aux sommes que vous allez engager. Mais en matière de succession, il n'y a pas photo, il faut une expertise. Et c'est en général là où... Après, pour les biens, importants, quand on a effectivement des IFI de 50 ou 100 000 euros, bon, effectivement, ça vaut peut-être le coup de faire une vraie expertise. Encore une fois, il faut que l'enjeu soit proportionnel à l'énergie que vous allez investir. Donc, financement rapidement, les organismes prêteurs nous sollicitent de plus en plus pour savoir quelle est la valeur exacte de l'actif qu'ils financent, de plus en plus. Donc là, on intervient régulièrement dans le cadre du financement pour donner la valeur en général aux banques. Et enfin, dans les litiges aussi, j'interviens beaucoup sur les litiges. Par exemple, j'ai un cas là, il y avait une servitude de passage sur une propriété entre deux voisins qui s'entendaient très bien. Malheureusement, l'un des deux est mort. Les héritiers ne sont plus d'accord par rapport au passage du voisin. Donc c'est effectivement une servitude de passage sur une propriété, ça a un impact sur le bien qui est à évaluer, et donc de déterminer quelle est la moins-value entre guillemets du fait d'avoir cette servitude de passage sur la propriété qui est évaluée dans le cadre de la succession. Ensuite, donc quelques exemples, comme on vous le disait, pour ne pas faire de bêtises, ça peut être bien de solliciter un expert quand vous voulez faire une déclaration à la DGFiP, de remplir les bonnes cases, d'avoir les bonnes valeurs. Donc ça peut être rassurant. Effectivement, comme disait Pierre-Emmanuel, c'est lorsque les enjeux financiers sont relativement élevés, effectivement sur des petits enjeux financiers, ça ne vaut peut-être pas le coup, mais effectivement j'interviens dans le cadre de déclaration sur la valeur des actifs. Quelle est la valeur des actifs, de façon à être rassuré et avoir l'esprit tranquille. Toujours sur la doute d'un actif immobilier, on va parler plutôt de biens atypiques, parce que c'est vrai que c'est plus facile d'avoir des valeurs sur des appartements un peu plus classiques ou à Paris où on a une abondance de transactions qui est assez importante quand on a une approche par la comparaison, bien évidemment. Comme tout à l'heure, déclaration de succession. Je travaille beaucoup aussi donc, sur recommandations d'avocats, notaires. Avocat plutôt sur tout ce qui est baux commerciaux, comme on vous disait en préambule, j'interviens sur la renégociation des baux commerciaux, sur la valeur locative d'une boutique par exemple. Souvent les bailleurs et les locataires sont pas d'accord sur le montant du loyer, ce qui est logique. Les gérants d'immeubles et l'association de défense des propriétaires comme la chambre des propriétaires. Et régulièrement aussi, donc, quand il y a une sollicitation de l'administration fiscale sur la valeur d'actifs. Là récemment, un de vos petits camarades a eu une petite interrogation de l'administration fiscale.
Donc il m'a mandaté pour faire l'expertise de ces biens immobiliers. Et donc on a travaillé ensemble et l'administration fiscale a accepté mes valeurs. Donc ça permet à votre petit camarade de gagner du temps, de gagner de l'argent et d'être plus serein pour ses prochaines déclarations. Alors, rapidement sur les méthodes, on ne va pas perdre de temps, juste vous balayer quelques méthodes. Les deux méthodes sur lesquelles je vais m'attarder, c'est les deux premières, par comparaison, par capitalisation, puisque celles qu'on travaille et qu'on présente à l'administration fiscale, qui sont la règle, la comparaison et la capitalisation dans certains cas. Méthode par actualisation des flux financiers, c'est ce qu'on appelle, c'est une méthode anglo-saxonne, la DCF, Discounted Cash Flow. On travaille sur les flux générés par un immeuble, donc que ce soit les loyers, les recettes et les charges, sur une durée en général de 10 ans. Mais ça, c'est très anglo-saxon, ce sont des immeubles entiers, plutôt en tertiaire. Méthode par le coût de reconstruction. Là, on scinde en fait le bâtiment du sol et on détermine quel serait le coût, le montant pour reconstruire l'immeuble à l'identique compte tenu des nouvelles normes ou pas. Ensuite, méthode par sol et construction, là on scinde les deux et on recoupe soit par la méthode par comparaison, soit la méthode par le coût de reconstruction. Quelque chose que je garde souvent à l'esprit, c'est aucune méthode n'est suffisante en elle-même, mais toutes ensemble, je ne connais pas par cœur, contribuent à dégager une tendance pour le jugement final de l'expert, ce qui fonde son existence. Donc voilà, donc la méthode par comparaison, donc c'est la méthode phare, donc c'est la méthode qui est donc admise par l'administration fiscale, tout simplement parce que la Cour de cassation, dans sa jurisprudence, est constante et dit que c'est la seule méthode admise pour déterminer la valeur finale de biens. Comme disait Pierre-Emmanuel, c'est effectivement la rencontre de l'acheteur et du vendeur. C'est ça qui fixe la valeur de l'immeuble, sauf dans des cas particuliers. Et donc l'administration a pas mal de moyens pour évaluer. Donc la base DVF étalable, que j'imagine que vous connaissez tous. Donc c'est une base gratuite, accessible sur Internet. Donc soyez un peu prudents sur cette base-là, parce que ça reste une base fiscale. Alors je vous donne mon avis d'expert, je ne détiens pas la vérité, mais c'est ma sensation à force de pratiquer les outils d'experts et les outils qui sont mis à disposition du public par l'administration fiscale. J'ai pu constater quand même j'avais l'impression, quand j'ai étudié leur base, que systématiquement je me retrouvais avec un gap de valeur entre ma base expert et la base fiscale, où les valeurs données par la base fiscale étaient souvent supérieures à ma base d'expert. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait certains biens qui n'intéressaient pas, qui n'apparaissaient pas sur la base fiscale. C'est un avis personnel. Voilà. Donc apprendre avec prudence la base de DVF étalable, même si elle est fournie et qu'il y a beaucoup d'éléments, il faut être prudent. Eux ont accès au titre de propriété, pas nous, donc ça c'est pas évident. D'ailleurs on voit bien en commission, ils nous sortent du titre de propriété décomparable et effectivement, nous on n'y a pas accès. Là il y a effectivement une dissymétrie entre l'administration fiscale et le contribuable. Voilà, c'est là-dessus que je vais rebondir, c'est l'égalité des armes. En fait, c'est pas, on ne se bat pas avec les mêmes armes parce qu'eux ont des moyens que nous on n'a pas. Donc ça c'est quand même un sujet, je trouve personnellement. Voilà. Et après donc voilà, donc base bien pour tout ce qui est Paris-Île-de-France et Perval en province. Ça c'est une base qui est base des notaires, sur lequel les experts s'appuient pour déterminer leur valeur. Et ensuite sur tout ce qui est agricole, c'est la SAFER qui administre les transactions dans les domaines agricoles. Donc là, la méthode par capitalisation, donc c'est une méthode dite par le revenu. Donc ça, c'est une méthode qui détermine la valeur vénale à partir des revenus générés par l'immeuble, auquel on applique un taux de rendement, ce qui nous donne une valeur du bien, la valeur vénale du bien, frais de notaire inclus. Ça c'est important parce qu'en expertise, à la fin, quand on applique la méthode par capitalisation, on sort les droits de notaire. Et cette méthode-là, elle est difficilement admise par l'administration fiscale. Et quand elle l'admet, c'est à titre de recoupement par rapport à la méthode par comparaison.
et uniquement pour des immeubles de rapport. Donc systématiquement, on trouve ça un petit peu aberrant parce que, par exemple, quand vous êtes propriétaire de locaux commerciaux, c'est forcément pour vous une source de revenus, c'est forcément pour vous par destination un immeuble de rapport, mais eux considèrent qu'un immeuble de rapport, c'est un immeuble dans son intégralité, et que le local commercial fait partie de l'immeuble, mais n'est pas un immeuble de rapport par destination, ce qui est juste un petit peu un non-sens pour ma part. Une petite question là. À votre avis, quand le taux de rendement augmente, est-ce que la valeur de l'immeuble augmente ou est-ce qu'elle diminue? Ben oui, elle diminue, donc c'est un peu contre-intuitif, hein, c'est-à-dire que il ne faut surtout pas aller parler à l'administration fiscale d'un rendement élevé, parce que quand le rendement est élevé, la valeur de l'immeuble diminue. Donc il faut bien avoir ça en tête, si vous voulez, en fonction de l'objectif que vous voulez, et l'administration fiscale va plutôt essayer d'avoir un rendement le plus élevé possible. Vous avez bien compris, si vous avez un rendement de 10%, un bien qui vaut 100 000, un rendement de 10%, et ben ça fait 10 000, d'accord? Donc, en revanche, si le bien il vaut 200 000 avec un rendement de 5%, voilà, ce que ça rapporte, ça fait 10 000 aussi. Donc 5% ça représente 200 000 et 10% ça représente 100 000. Donc plus le rendement est élevé, plus la valeur de l'immeuble est basse. Donc il faut avoir ça dans la tête quand vous discutez avec nos amis des impôts. D'accord? Donc il faut bien penser à ce qu'on veut, parce que des fois on peut vouloir rien faire. Parce qu'en fait, pourquoi c'est un peu mécanique, il faut regarder, en fait les taux de rendement c'est les taux par comparaison, d'accord? On les compare les uns aux autres par rapport aux classes d'actifs, et c'est la façon dont le taux de rendement est construit. En fait, vous avez, il y a trois éléments. Il y a la première partie, c'est une partie du taux est constituée par le report 3 mois, d'accord, qui aujourd'hui a bien augmenté. La deuxième partie, c'est la liquidité de l'actif. L'immobilier, c'est plutôt illiquide par rapport aux obligations des actions, puisqu'il y a un certain temps pour le vendre. Donc disposer de l'argent de l'actif, ça prend un petit peu de temps. Et la troisième partie, c'est le risque de l'actif. Pour vous donner une comparaison, vous avez un appartement Trocadéro, pour le louer, ça va être plus facile que si vous avez un appartement Trifouille-les-Oies ou dans une zone ou en Nouvelle-Calédonie en ce moment. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le risque est très élevé. D'accord? Et c'est cette rémunération du risque qui fait que le taux varie. Donc plus, c'est comme les actions et les obligations. Obligations d'État, le taux est très faible, la rémunération est très faible parce qu'il y a zéro risque, c'est l'État derrière. Tandis qu'une action, vous prenez une action d'une start-up, vous êtes à 19% parce que le risque qu'elle soit défaillante est très important. Ok? Alors, la chasse aux abattements. Donc vaste sujet des abattements. Là c'est pareil, ça fait d'âpres négociations en commission pour quel taux appliquer. Quel taux d'abattement appliqué sur la valeur vénale. Alors il y a des taux qui sont, quand vous avez un lot de 48, vous avez un abattement de 40%. En général, il n'y a pas de discussion, il y a très peu de discussion, la jurisprudence elle est constante là-dessus. C'est assez facile. Loi de 89, ça devient un petit peu plus compliqué, c'est 20%, la jurisprudence le dit, c'est 20%. Parce que pour sortir d'un appartement qui est loué vide, vous pouvez pas sortir. Il n'y a que 3 conditions pour sortir, il faut bien viser. Enfin, c'est pas simple. Location meublée, on va dire 10%, parce qu'effectivement, tous les ans, on peut disposer de son bien. Après l'indivision, alors la question de madame tout à l'heure, effectivement, si vous avez une indivision entre 2 frères ou une famille de 50 personnes, ça va pas être le même taux d'indivision, ça reste tout à fait subjectif. L'administration va considérer que 5 ou 10% ça suffit, alors que quand vous avez une indivision nombreuse, c'est un vrai bazar, et donc ça rend l'actif difficilement liquide. Donc on peut monter à 40% sans difficulté. Aujourd'hui, l'administration fiscale, elle est claire, il n'y a pas d'abattement pour démembrement, parce que moi je trouve ça pas normal, parce que à partir du moment où vous avez 2 personnes, une propriétaire, l'autre
qui détient du fruit, à un moment donné, pour différents éléments, des pièces rapportées, peu importe, elles peuvent ne pas avoir le même intérêt, et à ce moment-là, votre bien, forcément, s'il y en a un qui est d'accord pour le vendre et l'autre qui n'est pas d'accord, ça devient compliqué. Donc moi, à ce titre, je considère qu'il y a un abattement, mais systématiquement c'est refusé, bien évidemment. Ensuite, pour tout ce qui est, donc, en ce qui concerne le bail commercial, bail dérogatoire, donc dans le bail commercial, il y a la propriété commerciale, donc facilement l'administration va admettre 30%, on peut aller à 40%. Pourquoi? Parce que si on veut récupérer son bien commercial, c'est compliqué, c'est coûteux, puisque vous pouvez donner congé au bout de 9 ans, mais une indemnité d'éviction inférieure aux locataires, et en général, ça peut coûter très cher. Donc l'abattement de 30 à 40% est régulièrement admis. Alors, abattement pour travaux, c'est aussi vaste sujet. Devis ou facture, les deux sont acceptés, ça c'est important. Attention, pas n'importe quel devis, pas n'importe quelle facture, c'est-à-dire qu'on parle de travaux de rénovation lourde. Un coup de peinture, ça ne sera pas accepté par l'administration fiscale. Par contre, pour l'électricité, le plancher, la plomberie, les fenêtres, en sens, c'est un vaste sujet. Voilà, il faut que ce soit de gros travaux de rénovation, des travaux qui sont conséquents. Et là, ils sont admis. Donc, partie commune, partie privative. Effectivement, partie commune, vous avez un ravalement, une clôture à faire d'un immeuble. Ça coûte très cher. En termes de tantième, il y a nécessairement un budget important. Et après, il y a des petits abattements. Vous habitez au 5e étage sans ascenseur, forcément, on peut discuter d'un abattement par rapport à l'absence d'ascenseur, ou le fait d'être en rez-de-chaussée, donc d'avoir une sécurité relative par rapport à la rue, ou toute autre nuisance qui se justifierait. Aujourd'hui se pose la question de l'abattement pour le DPE. On est en pleine discussion, nous, en experts. Effectivement, qu'est-ce qu'on pourrait admettre comme abattement, comme prix au mètre carré d'abattement pour passer d'une classe à une autre. Voilà. Alors, on parle de 500, de 700, alors EFG, si on passe de GAF, on pourrait parler de 500, 700 euros le mètre carré. Mais effectivement, plus on descend, la logique, la norme voudrait que ce soit plus élevé, de 1000 ou 1500 euros par mètre carré, si on devait passer de CAB. Enfin, c'est un exemple. Aujourd'hui, rien n'est arrêté, mais on travaille là-dessus, à savoir qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme abattement, compte tenu du DPE de l'immeuble ou de l'appartement. Fiscaux, pour les appartements fiscaux, loi Pinel, tout ça, l'estimation, il y a beaucoup d'abattements ou pas? Ah bah non, loi Pinel, c'est pas un abattement Pinel. Non, mais je veux dire... non, mais il est loué, donc on met un abattement parce qu'il est loué. Il a une liquidité difficile, un engagement... Alors, il y a une petite... C'est une bonne remarque. Effectivement, une bonne... Oui, effectivement, vous êtes obligé de le garder... Alors, sur la loi Pinel, tout ce que ces lois fiscales qu'on a pu avoir, Besson, Pinel, Cellier, Périssol et autres, en fait, effectivement, c'est une bonne question dans le sens où vous avez un engagement minimum de 9 années. Où il y a un risque de requalification fiscale si vous ne respectez pas cet engagement. Donc là, vous avez... Mais en fait, là maintenant, je ne suis pas sûr en réfléchissant, vous avez déjà la carotte fiscale, bah oui, donc ça semble difficilement justifié d'avoir d'un côté la carotte fiscale et de l'autre côté un abattement. Moi, devant le juge, mais je m'y aventurerai pas. Je sens l'effet boomerang. Ils vont vous dire qu'il y a un avantage fiscal qui est lié. Voilà, donc non, je n'irai pas trop sur ce terme-là. Mais vous pouvez mettre l'abattement de 20% location. Mais une fois que vous avez dépassé les 9 années d'engagement, à ce moment vous êtes sur une loi de 89 dite classique, et là vous pouvez appliquer 20% d'abattement au titre de l'occupation. Oui, en plus, franchement, les fenêtres, elles sont vous allez, non, vous pouvez rajouter tous les abattements, mais pas vous rajouter un abattement Pinel. Vous voyez, là... Monsieur... Justement, j'ai deux questions à propos d'abattement. Est-ce qu'on peut cumuler un abattement de location avec un abattement d'indivision? Oui. Ah, ça n'a rien à voir. Attention, c'est... Même un autre abattement... Moi, j'ai fait des rapports d'expertise où j'ai cumulé 5 ou 6 abattements. Alors, évidemment, les avocats m'appellent direct, on me demande si je suis tombé sur la tête. Mais ça n'a rien à voir, on ne compare pas. C'est des abattements spécifiques par rapport à l'immeuble et son statut juridique. Donc, vous êtes en indivision, il est en loi 48, avec un local commercial en rez-de-chaussée, et il y a beaucoup de travaux. Donc, vous êtes exonéré. Voilà.
Une seconde question d'actualité. Vous savez qu'en ce moment, les SCPI connaissent un problème de liquidité. Et de retrait massif, tout à fait. Voilà, liquidité. Et on admet normalement, notamment l'indivision, etc., c'est quand même lié à la liquidité. Est-ce qu'on peut mettre un abattement pour une liquidité des SCPI? Mais ça, on le verra dans les biens détenus indirectement. Ça, c'est pas un bien détenu directement. Mais effectivement, c'est encore une spécificité, mais effectivement, il y a un peu de liquidité sur les SCPI. Monsieur, vous avez parlé de taux de capitalisation. Qu'est-ce que vous utiliseriez aujourd'hui, compte tenu du niveau de taux d'intérêt d'aujourd'hui pour Paris? Alors, ça dépend de Paris. La région, ça dépend du bien. Ça dépend si c'est du prime, ce qu'on appelle le prime ou pas. Si vous êtes, comme je disais, Trocadéro, ou excusez-moi, mais Boulevard La Chapelle, on va pas utiliser le même taux. Enfin, j'utilise pas le même taux. Prenons l'ouest parisien. Mais c'est de l'habitation ou du commercial? Ouais, non. Donc, une remontée des taux, je serais autour des... Ouais, alors, l'ouest, ça dépend, autour des 4. Mais gardez bien l'esprit, ce que disait Pierre-Emmanuel, c'est, voilà, plus vous augmentez le taux, et aujourd'hui c'est facile de justifier une augmentation de taux, les taux directeurs, la Fed et la BCE, franchement, tous les taux ont remonté en flèche, donc il y a c'est pour ça qu'il y a une vraie correction au niveau des valeurs des actifs immobiliers. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais généralement, le rendement, c'est pas bon pour le contribuable. Et souvent, enfin devant la commission, en tous les cas, ou même devant des dossiers, on essaye de se... Parce que quand l'administration nous sort le taux de rendement, c'est louche. Non, ça veut dire qu'ils sont avantagés par le taux de rendement, alors que d'habitude, leur discours, c'est de dire le taux de rendement, c'est une méthode supplémentaire qui doit corroborer la comparaison. Donc vraiment pour l'administration et pour l'habitation, hein, je ne parle pas du commercial, pour l'habitation, la méthode Rennes, c'est la comparaison. Alors, il y a quelque chose d'important sur la comparaison, c'est que parfois on a ce qu'on appelle des prix de convenance. C'est-à-dire si vous avez par exemple le gars qui est au premier, il y a le rez-de-chaussée qui se vend, et ben, il va acheter le rez-de-chaussée. Parce qu'il veut faire un duplex, par exemple. Même s'il est beaucoup plus cher. Et après, il faut faire attention à ce que l'administration ne vienne pas nous prendre la vente du rez-de-chaussée en disant, bah, vous voyez, le prix de comparaison, c'est 15 000 € le mètre au lieu de 10 000 € le mètre. En matière d'expertise, pour régler ce problème-là qui peut arriver souvent, c'est qu'on a comme règle d'or d'éliminer les extrêmes. Que ce soit extrêmement bas ou extrêmement haut, c'est des valeurs qu'on va rejeter. Parce qu'il y a très certainement quelque chose. Soit il y a énormément de travaux, soit il rachète l'appartement d'à côté pour doubler son appartement. Donc il n'y a pas. Je veux dire, si moi demain mon voisin il vend son appartement, je vais payer 30% plus cher parce que je vais agrandir mon appart. Et je m'en fous. Vous voyez, donc c'est important cette notion de prix de convenance, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et le fait d'éliminer les extrêmes ou les éléments qui sont atypiques, c'est effectivement ce qu'on fait également en commission. Quand l'administration arrive avec des prix au mètre carré aberrants, généralement la commission accepte assez facilement de les retirer de la base de calcul. Alors, ça dépend. Moi j'ai eu la semaine dernière, il y a 15 jours, ils ont gardé ce comparable alors que le contribuable avait effectivement amené son appartement qui n'était pas assez dans j'y connais rien en mode, mais dans le déco, je sais pas quoi là. Donc on voyait les photos de l'appartement qui étaient magnifiques, papier peint incroyable, tout était en or, machin. Et malgré ça, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre le paquet. Malgré ça, on a pu négocier sur d'autres éléments, mais ils m'ont quand même gardé cette valeur-là. Alors moi, évidemment, j'ai les yeux qui saignent parce qu'en expertise, des valeurs qui sont extrêmes comme ça, c'est tout sauf représentatif de la valeur du bien qui est sous comparaison. Mais bon. Y compris dans l'autre sens. Voilà. Quand le bien est trop peu cher, c'est bizarre. Et au sujet des abattements, j'ai cru vous entendre dire s'il y a des commerces au rez-de-chaussée. Oui. Ça veut dire que s'il y a des commerces au rez-de-chaussée, mais que vous habitez à l'étage plus élevé, vous pouvez à ce titre appliquer un abattement? Non. J'ai pas compris la question. J'ai cru vous entendre dire. Non, en fait, non, je vous parle de la valeur vénale du commerce. Non, pas les nuisances qui sont. Ah, vous avez un café en bas de chez vous, non, les nuisances. Non, ça c'est un autre abattement, ça peut être nuisance, effectivement. Du bruit ou que ça soit, vous avez une odeur de friture toute la journée parce que vous avez un kebab en bas de chez vous, ça c'est un abattement pour nuisance, mais ça n'a rien à voir. Non, je vous parle en matière commerciale d'une boutique, vous êtes propriétaire d'une boutique dans laquelle vous avez un marchand de vêtements par exemple qui est dedans,
à ce moment-là, si demain vous voulez disposer de votre bien, et qui fait un chiffre d'affaires de 1 million d'euros, j'ai une bêtise, pour récupérer les murs, disposer de votre bien, vous allez devoir verser une indemnité d'éviction à votre locataire, pour qu'il s'en aille. Et cette indemnité-là, elle est en règle générale très élevée. Donc du coup, ça freine la liquidité du bien, puisque vous ne pouvez pas arbitrer comme vous le souhaitez, et à ce titre-là, l'administration fiscale 30 à 40%. L'abattement de cuisance pour l'idée d'agriculture, ça peut être de quelle ordre? 5-10%. Mais non, mais ça c'est le fun, ça. Mais justement, c'est ça qui est amusant qu'on va discuter avec l'administration, c'est une sorte de créativité dans les abattements. Hein, ah oui, moi, il y a la friture, l'humidité, l'exposition, le bruit. Ah, le bruit des voitures, mon Dieu, le bruit des voitures. Non, mais franchement, le Charles de Gaulle, on ne peut pas dormir la Le secret, en fait, c'est de toujours justifier, les taux que vous pratiquez. Vous les justifiez, ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord avec vous, c'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est pouvoir justifier. Si vous mettez un abattement 70% sans raison, ça va être balayé, il n'y aura pas de discussion, donc vous êtes perdant. Mais si effectivement vous racontez que l'immeuble est prêt à s'écrouler ou que... Enfin, je sais pas. Non, mais en plus, des fois, c'est vrai. Voilà. Mais des fois, il y a des défauts structurels, il y a des... Alors, si on cherche, je vous promets qu'on trouve toujours des abattements. Alors, est-ce qu'ils sont admis par l'administration fiscale? Pas toujours, mais enfin, ça ne peut pas faire de mal. Alors oui, en expertise, c'est une bonne question indirecte. En tant qu'expert, j'ai pas de boule de cristal. Donc de toute façon, toutes les données que je vais vous donner, c'est par rapport aux données, aux valeurs qui sont portées à notre connaissance. Je pourrais jamais vous dire au mois de juillet quelle sera la valeur de votre actif. J'ai pas de... Par contre, je peux vous dire quelle est la valeur de votre actif au 1er janvier 2024, mais pas au 1er janvier 2025. Désolé. Oui, monsieur. Oui. S'agissant d'un immeuble entier, est-ce qu'il y a un abattement au total, puisqu'on additionne tous les mètres carrés par comparaison, etc. Est-ce qu'au total, il y a un abattement pour l'immeuble entier? Oui, enfin, c'est compliqué. Et deuxièmement, s'il est vétuste, est-ce qu'il y a un abattement pour vétusté? Oui, tout à fait. Mais encore une fois, il faut analyser le bâtiment. Alors, ce qu'on appelle la détention bloc vous permet d'avoir un abattement de 20%. Mais tout dépend avec quoi il compare. C'est-à-dire, s'il compare, c'est pour ça que c'est toujours très compliqué les immeubles entiers, parce que soit l'administration compare tous les petits appartements puis additionne pour arriver à une valeur de l'immeuble entier, ce qui est forcément faux. C'est faux. On n'est pas d'accord. C'est faux. Voilà. Donc le problème, dire c'est faux, ça ne nous emmène pas bien loin. Il faut qu'on propose une valeur. Et ça, on voit souvent dans la commission. À la commission, il ne faut pas juste dire ce qu'a fait l'administration, c'est pas bien. Il faut dire, c'est pas bien, là on est d'accord, voilà combien ça vaut. Et au début, on n'en sait rien. Alors, donc vous pratiquez un... deux règles d'or, et c'est très important ce que Pierre-Emmanuel dit. Et effectivement, souvent, vos petits camarades arrivent, ils disent non mais ça n'a rien à voir, c'est pas comparable, il a pris un château, moi j'ai une cabane, c'est pas comparable. Et bien sachez que si vous ne donnez pas de comparable, vous ne posez pas de comparable à l'administration fiscale ou à la commission, et ben la commission va garder le comparable de l'administration fiscale. C'est très important ça. Donc il faut pas de terme de comparaison. Même si votre comparable, est... oui, mais vous en mettez. Franchement, après c'est de la négo. Donc c'est pour ça qu'il faut faire appel à des sachants, parce qu'effectivement, nous on va. Vous n'avez pas trouvé le comparable, il y a des chances que je ne vais pas en trouver beaucoup. Si j'en trouve un petit peu, mais pas beaucoup plus que vous. Mais après c'est pas grave. On travaille, on discute, on brode, on raconte une histoire. On a accès à la base des notaires, là, on a accès à la base des notaires. Oui, mais c'est payant. Oui, c'est payant, mais vous avez accès à la base des notaires. Oui. Mais la subtilité du métier de Grégory, c'est de, du mien un peu moins, c'est justement de trouver une histoire à raconter à l'administration fiscale et à la commission. Donc, parce que si vous avez quelque chose de difficile, si vous avez du mal à trouver des comparables, l'administration aussi va avoir du mal. Et plus l'administration a du mal, moins elle va bien faire son boulot. Hein, puisque nous, on va dire, c'est n'importe quoi, vos comparables, ça va pas du tout. Sauf que maintenant, la difficulté, c'est de dire combien ça vaut. Donc ça va être facile de dire que l'administration a mal bossé, mais il faut que nous, on dise quelque chose. Et c'est là, je veux dire, si l'enjeu est plus de 30 000 € qu'il faut aller voir le Pomaret et le guider, pour qu'on essaye de trouver un mode de calcul qui soit cohérent,
qu'on puisse proposer à l'administration, proposer à la commission, et elle le sait très bien, parce qu'en général, la PCRP, c'est-à-dire les gens qui contrôlent les déclarations d'IFI, c'est pas des dindons de l'année, je veux dire, ils connaissent leur quartier. Donc on voit bien sur les notifs s'ils ont galéré. Hein, ils sont là, quand ils ont trois ventes dans l'immeuble, ils sont sur un tapis. C'est ça. Et dernièrement, après je vous donne la parole, dernièrement qui est extrêmement important, c'est le deuxième point, attention au taux d'abattement que vous pratiquez. C'est-à-dire que si c'est des comparables qui sont occupés, par exemple on va prendre 20% d'abattement pour un appartement qui est occupé, qui est en locatif, bien évidemment que le vôtre est en locatif, bien évidemment vous ne pourrez pas pratiquer l'abattement de 20% par rapport à ce comparable-là, puisque c'est un comparable qui est dans la même configuration juridique que le vôtre. Comme vous êtes propriétaire d'un local commercial, il y a un locataire qui est dedans, en face vous avez le comparable d'un local qui a été vendu, un local commercial qui a été vendu, une boulangerie par exemple, peu importe, et il est occupé aussi par un commerçant. Donc vous ne pouvez pas appliquer le taux d'abattement de 30%, puisqu'il a été vendu occupé, d'accord, avec un exploitant dedans. Donc c'est très important. Faites attention, parce que là, l'administration, elle va se régaler pareil. Oui, mais inversement, quand l'administration vous donne un local nu et que vous avez un local occupé, et ben vous dites, ok, je prends votre local, j'enlève 20% et ça fait pile poil ce que j'ai déclaré, vous voyez. Et l'abattement pour vétusté, sur un immeuble entier, ça se pratique? Oui. Ou est-ce qu'il faut apporter des devis? Mais, alors, quand on apporte des devis, enfin, la commission, généralement la commission, elle est bien embêtée parce que c'est pour ça, il faut venir avec un dossier, quand on vient avec des photos et on voit que l'immeuble il est tout lézardé, qu'on voit qu'il y a des gros travaux de structure à faire, l'administration elle va bien le voir et la commission aussi. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Soit elle a des devis, et souvent les devis ils sont très très importants, donc soit elle admet le devis, généralement pas trop, hein. Soit elle dit, on fait un abattement de 10% pour les parties communes, voilà, qui est pour la réhabilitation de l'immeuble, etc., plus les devis que vous avez donnés pour autre chose. C'est vraiment une discussion de marchand de tapis, mais le fait qu'il y ait des problèmes structurels, ça, l'administration et la commission l'entendent. Alors, d'expérience, moi, ce que je fais un petit peu, on essaie de défendre comme on peut. En général, je demande au contribuable, si l'immeuble est en mauvais état, de faire des devis. Beaucoup de devis sur les gros travaux, d'accord. Et après, on compare, en général, quand on explique qu'il y a des gros travaux, mais qu'on n'a pas de devis, on n'a pas de facture, on n'a pas eu le temps, l'administration peut admettre quand même un prix au mètre carré de travaux. Donc on était entre 750 et 1000 euros, et donc là nous on pleure par rapport à l'inflation au contexte, donc c'est au minimum 1500 euros, facilement 2000 euros, donc on bataille sur le prix au mètre carré, et c'est là de voir par rapport au devis que vous avez, qui est ce qui est le plus intéressant. Savoir si on prend le devis, si on prend le forfait, sachant qu'il y a un risque au niveau du forfait qui prennent moins que ce qu'on espère. Monsieur. Oui, juste concernant l'évaluation, vous dites qu'ils font des efforts pour trouver les bonnes valeurs. J'ai eu dernièrement un redressement et ils m'ont opposé comme valeur, c'est un petit immeuble familial très modeste. Ils m'ont proposé. Ils sont tous familiales. Et tout petit. C'est un pierre de taille, mais d'une modestie. Moi c'est pareil, il m'arrive quelque chose là. Je vais raconter un exemple. Ils m'ont proposé comme valeur de comparaison un immeuble qui venait de se vendre, c'était les bâtiments d'octroi du Val-de-Grâce, celui qui a été soufflé par l'explosion l'année dernière. Vous voyez qu'il n'était pas en bon état. Voilà. On sent qu'il a travaillé pour l'administration fiscale. Hein. Oui, vous voyez un peu que là, c'était pas comparatif, parce que c'est avec 6 mètres sous plafond qui arrive. Est-ce que vous avez donné un autre exemple, monsieur? Oui, voilà. En face, et ils ont été obligés d'accepter. Voilà, mais attendez, pour parler vulgairement, j'ai emmerdé l'inspecteur pendant 3 jours. Oui, il en avait marre. Oui, non, mais déjà, je ne suis pas content que vous ayez fait ça tout seul, et en plus, vous avez obtenu gain de cause. Vraiment, c'est pas un bon témoignage. Je viendrai vous voir parce qu'en plus, j'ai vu que dans le petit papier, vous étiez juste à côté où j'habite. Oh, écoutez, on est tous ensemble, on va tous aller déjeuner ensemble. Voilà, rue des 4 Femmes. Il y a un tarif spécial chambre des propriétaires. Voilà, donc n'hésitez pas. Oui, madame. Oui, pour les ventes en bloc, petit immeuble familial, j'ai voulu vendre, les prix c'est de 1 à 3. Et ça pose problème par rapport au fisc. Ouais, bien sûr. Ah bah oui. Et qu'est-ce
qu'il faut faire face à ça, parce que si vous êtes pris à la gorge, vous faites quoi? C'est le problème de l'actif immobilier, c'est le problème de liquidité. Juste un petit point aussi, excusez-moi, Oui, je et reviens. le fisc ne reconnaît pas les bases valeurs. Sur mon retour d'expérience personnelle, nous ne travaillons pas pour l'administration fiscale. On travaille contre l'administration pour vous. Donc j'ai eu un dossier là, une dame qui est gentille, qui m'a donc dépeint son immeuble quand il était en catastrophe et qu'elle ne comprenait pas pourquoi l'administration fiscale lui demandait aussi cher. Je me suis laissé emmener dans son histoire et j'ai eu beaucoup de compassion pour elle. Et quand je suis allé sur Google et que j'ai vu l'immeuble pierre de taille haussmannien magnifique, j'ai eu en moi un moment d'absence. Donc n'oubliez pas ça, on travaille pour vous et on est contre l'administration fiscale. Donc arrêtez de nous dire que vous avez des immeubles, on sait pourquoi vous êtes là, il n'y a pas de problème. Donc on est ensemble, on est dans le même bateau. Donc ne nous collez pas à côté parce qu'après on rame, c'est compliqué. C'est un petit retour d'expérience récent. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on a un petit moment de solitude, qu'on arrive auprès de nos amis des impôts, qui nous disent non, il est tout pourri et tout, qui nous montrent la photo. C'est d'ailleurs un dossier qu'on travaille ensemble. Oui, non, il faut, à son avocat, il faut tout dire. Et après, c'est nous qui faisons le tri. Mais, sachez qu'on est couvert, alors, les avocats ça va sans dire, mais experts pareil, on est couvert par le secret professionnel aussi. Donc il n'y a aucune crainte par rapport à tout ça. Donc la diminution pour vente en bloc, elle est de combien? 20% en général. C'est 10%. Oui, 10%, mais c'est variable. C'est variable. Il faut faire attention. Alors, oui, il y a un. Ça dépend si vous avez un grand jardin, effectivement. Petit retour d'expérience par rapport à ça, c'est que maintenant, ils sont spécialistes de Google. Donc, ils vont. Donc, tous les contrôleurs, ils tapent Google Earth, je sais pas quoi, Google. Et donc, ils ont en photo l'immeuble. Donc, par exemple, vous avez un immeuble en rez-de-chaussée, mais il est en retrait de la rue, il y a des barreaux, il y a une grille, et que vous allez voir, dire, oh, bah attendez, je suis en rez-de-chaussée, ça craint. Et que donc lui, ce qu'il va faire, il va aller sur Google, il va voir que vous êtes absolument pas du tout, enfin, vous êtes tout à fait sécurisé. Ça marche pas. Voilà, ça marche pas. Ou là, par exemple, c'est un premier exemple. Vous voyez, vous avez un jardin, nous sommes en rez-de-chaussée sur cette partie-là, et vous avez un jardin et c'est grillagé. Donc vous pouvez pas évoquer, c'est un exemple concret. Là, vous pouvez pas dire 10% d'abattement pour avoir sécurité, ça marchera pas. Alors, vous pouvez toujours tenter, mais vous allez prendre. Vous pouvez le dire. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Oui, voilà, mais là vous savez que vous allez prendre. Donc faites attention à ça, ils vont systématiquement sur Google voir l'immeuble. Ça c'est systématique en commission, on l'a tout le temps. Commission. Oui, lorsque dans l'immeuble la propriété n'a pas fait le DPE, est-ce qu'on peut diminuer le montant de la déclaration qu'on a fait l'année dernière? Non. Oui, parce que là maintenant le DPE, le DPE de l'immeuble c'est récent ça. C'est le 1er janvier 2024, c'est ça, je me souviens plus. Ça dépend du nombre de l'eau. Vous pouvez le tenter, mais bon, c'est un peu là pour l'instant, c'est encore un peu récent, donc on n'a pas de retour, d'expérience sur. Mais cette année, vous avez la peine. Je partirais plus sur les travaux de réfection, des fenêtres en partie commune, l'isolation par l'intérieur, par l'extérieur de l'immeuble, avec des devis. Ravalement, tu vois, je partirais plus sur cette voie-là que de dire bah voilà, le DPE n'a pas été fait, mais parce que en fait, il faut justifier, à chaque fois il faut justifier. Qu'est-ce qui va justifier que ok, la copro n'a pas fait le DPE de l'immeuble, d'accord, mais on n'est pas capable de savoir s'il est en C ou s'il est en G. Oui, c'est ça le problème. Alors, quel est le pourcentage, si on fait une déclaration un peu inférieure, quel est le pourcentage qui pourrait attirer l'œil du fisc? Si j'avais la réponse, je pense que je ne serais pas là, monsieur. Je serais très riche et ailleurs. Sur l'évolution d'une année sur l'autre, vous regardez sur le barème des notaires, quartier par quartier, et si effectivement vous avez un quartier qui a, j'ai vu que Notre-Dame, c'était à plus de 15%, vous voyez, ça devait être le seul de la capitale, mais il y en a beaucoup qui sont à -8, -9, -10. Donc si dans votre quartier, le barème des notaires indique une diminution par rapport à votre déclaration du 1er janvier 2023 de 10%, à la limite, vous pouvez diminuer de ce montant-là.
sauf quartier particulier. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de règle générale, mais c'est un élément que vont regarder nos amis des impôts, en disant si tout le quartier augmente, je ne vois pas pourquoi vous baissez. Voilà. En revanche, si tout le quartier a une tendance baissière, vous êtes dans le wagon, quoi. Vous baissez un petit peu. Voilà, ça c'est un argument qui passera mieux que votre DPE de l'immeuble. Et surtout, vous êtes capable de justifier pourquoi vous donnez cette valeur-là. Et vous inquiétez pas, ils sont comme vous. Eux aussi, ils savent que le site des notaires a inscrit des valeurs baissières. De moins à Paris, c'est vrai que régulièrement, je vois du moins 10%. Souvent, on m'appelle pour me dire est-ce que je peux mettre moins 10% parce que les notaires ont constaté une baisse de moins 10%. Et oui, parce que vous pouvez justifier votre valeur. Vous mettez moins 10% parce que la Chambre des notaires a constaté qu'il y avait une baisse de moins 10%. Alors moi, je suis un petit peu plus prudent, je leur dis, bah voilà, faites entre moins 5 et moins 10, comme ça, ça vous laisse un petit peu de gras et dire, bah attendez, vous voyez, je suis bonne foi, j'aurais pu prendre moins 10 et j'ai pris que moins 8, quelque chose comme ça. Le loyer intermédiaire, type COS. Ah oui, c'est... oui, parce que vous essayez de logements conventionnés, avec des subventions. Non, même pas de subvention, mais on n'a pas le droit de faire de réduction dans ce cas-là. Non, je pense pas, oui. Non. Ici, parce qu'il y a un engagement. Il y a un engagement ici. Oui, il y a un engagement. Oui, vous avez une contrepartie. Oui, il y a une contrepartie au niveau de Les subventions des travaux ont été subventionnés par l'ANA. Bah oui. En fait, vous ne pouvez pas cumuler les avantages. C'est-à-dire que c'est un deal, vous avez passé un deal avec l'association. Donc, non, d'accord, oui, mais sauf que vous avez une subvention. Non. Les loyers sont moins chers. Oui, mais il y a une contrepartie financière, nécessairement. Ou les travaux pris en charge par l'ANA, ou les réductions d'impôts. Voilà. Oui, mais justement, franchement, vous ne cassez pas la tête. Vous faites un abattement de 20% tranquille et personne vous ira vous chercher l'oise. En revanche, après, ce qu'il faut, c'est ce que je dis toujours depuis tout petit, c'est qu'il faut regarder l'enjeu. C'est-à-dire si votre appart il vaut 200 000, c'est n'importe quoi. Bon, vous faites votre abattement de 20%, donc vous enlevez 40 000, d'accord. Si vous dites, bah, je vais grappiller jusqu'à 30%, vous allez avoir 10% de plus, soit donc 20 000, si puis à 1%, on vous donne 200 €. Donc vous allez vous mettre un peu en difficulté pour un enjeu qui est quand même ridicule. Vous voyez, vous serez dans un truc qui vaut 2 millions, ok, ça vaut le coup de se prendre la tête. Mais si l'économie d'IFI, parce qu'encore une fois, on serait en succession, je ne vous parlerai pas comme ça. Mais là, c'est l'IFI. Donc l'IFI, le taux, c'est, je veux dire, entre 1 et 2%, c'est pas très important. Donc il ne faut pas que vous cassiez trop la tête par rapport aux gains réalisés en matière d'IFI. Surtout si tel que vous posez la question, ça veut dire que vous êtes un contribuable très, très rigoureux et sans doute un peu anxieux. Donc c'est pas la peine pour 200 balles de réfléchir pendant 3 jours, quoi. Il faut regarder quels sont les enjeux financiers, c'est ça? Oui, il faut voilà. J'ai une consultation ce matin d'une dame, qui vient tous les ans, et donc je lui conseille de rien faire. C'est un peu le bazar à l'administration fiscale, c'est un peu le bazar dans ses papiers. Ça reste globalement, c'est globalement favorable. N'allez pas remuer la poussière parce qu'à un moment donné, s'ils se mettent dans le dossier, ça va être le temps, le stress, l'argent. Voilà, les 30% que vous allez gagner au lieu des 20%, ça vaut pas le coup en termes financiers, en termes de stress, de charge mentale. C'est ça. Voilà, puis après, si vous allez voir le FIDES, ça va vous coûter 10 fois plus. Parce que si on parle de millions, ok, de centaines, de 10 000, je sais pas, mais voilà, c'est ça qu'il faut relativiser un peu par rapport à quel est le coût. Cherchez pas à aller jusqu'au bout du bout, ça. Cherchez pas à aller jusqu'au bout. Parce que eux, ils vont y aller par contre. Hein. Vous faites 20%, tranquille, et vous ne prenez pas la tête. Quelque chose. Et pour les logements qui vont pouvoir être loués à cause du DPE. Alors ça, le DPE, c'est un vrai sujet, le DPE. C'est ce qu'on a mis. Moi, enfin, une tendance du cabinet à mettre des abattements DPE qui ne sont pas encore, j'allais dire, admis d'une façon précise par le BOFIP, donc par la Ligue des impôts, mais c'est une réalité. Parce qu'ils ont peu de valeur, en fait.
ils n'ont plus de valeur, c'est toute la notion, c'est une notion relative, plus de valeur, mais voilà, c'est beaucoup d'embêtements, et c'est moins de valeur, et donc c'est des travaux, et donc des devis, et vous faites des devis. Voilà. Faites faire un DPE, vous faites un devis, et vous enlevez le devis au montant vous descendez, voilà, vous faites venir un entrepreneur avec votre DPE, et vous dites, voilà, je vais être en C ou en D. Il va vous sortir un devis, et de toute façon, plus vous descendez bas, et plus ça va vous coûter cher. Après, c'est vous qui arbitrez. Et vous dites, voilà, et vous pratiquez un abattement à hauteur des travaux qui permettent de faire en sorte que votre logement soit légal, en fait. C'est juste une question de légalité. Non, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Alors, on travaille dessus pour savoir un petit peu l'incidence, c'est ce que j'ai en préambule, l'incidence d'une lettre, de descendre d'une lettre, qu'est-ce que ça peut coûter. Surtout que là, vous avez vu, hop, ils ont tous remonté les petites surfaces. Vous voyez, DPE d'un jour. Oui, ils ont assoupli là, effectivement, sur les petites surfaces, on a gagné une classe. Oui, enfin, même deux, des fois, enfin, c'est... Moins de 40 mètres carrés, tout à fait. Et ben alors... Alors, oui, j'ai un petit point pour vous. Un petit conseil. Moi, tous ceux que j'ai vus, ils ont remonté. Vous allez sur le site, et on sort le nouveau DPE, et vous voyez comment... Alors, vous n'avez pas besoin de refaire faire un DPE, en fait. Vous avez un numéro de DPE, vous allez sur le site de l'ADEME, vous rentrez le numéro de DPE, et ça va formater, mouliner, et ça va vous ressortir, ça va vous sortir la nouvelle classe de votre appartement. Donc, ça vous évite de refaire un diagnostic. ADEME, A-D-E-M-E. Vous tapez sur internet Quick DPE petite surface, comment vous renvoyez, vous allez cliquer. Hein? Si vous avez un appartement de 60 mètres carrés... Ah bah c'est... Ah non, mais ça c'est pas... Nous ne sommes pas législateurs. Pour évaluer le prix par rapport à la surface, on prend la surface carrée ou la surface totale? Carré. Et comment on fait pour les terrasses? Vous les pondérez? On les pondère. 0,3, 0,5, ça dépend. Ça dépend. Si elle est très ombragée, peut-être un peu plus. Plafonnée à 8 mètres carrés. Et tout ça, c'est de la cuisine. Il n'y a pas de règle. Là, nulle part. Par contre, dans le profit, un coefficient de pondération. La charte de l'expertise nous indique que c'est plafonné à 8 mètres carrés. Si vous avez 50 mètres carrés, à 0,5 pour faire simple, ça fait 25 mètres carrés, vous ne retiendrez que 8 mètres carrés. Multiplié par 0,30. Parce que vous avez dit 30%. Non, 25, mais vous allez voir le Pomaré, il va vous mettre 8 mètres carrés, vous venez me voir, je vous mets à 30%. C'est 8 mètres carrés maximum. Enfin, mais non, ça c'est pas fiscal. Ah non, on parle de superficie. Je parle de la superficie de la terrasse. Oui, non, mais pour une approche fiscale, vous mettez ce que vous voulez, ça c'est à l'administration de venir vous contrarier. C'est-à-dire, si vous décidez de pondérer votre surface, votre 40 mètres carrés à 30%, c'est-à-dire 12 mètres carrés, donc vous gagnez 4 mètres carrés par rapport à celui-là. Ah oui, après vous verrez ce que disent les impôts. Peut-être que les impôts, ils diront ah bah non, c'est limité à 8 mètres carrés. Bon, bah, dans ce cas-là, vous direz ce que vous voulez. Oui, vous dites non, franchement, ma terrasse elle est super ensoleillée et tout, c'est 30%. Et je vous promets, c'est vraiment une discussion comme ça. Hein. D'ailleurs, il l'a fait tout seul, notre ami là-bas. Bon. Juste, il ne faut pas les prendre pour des idiots, parce que là, voilà, ça il ne faut pas les prendre pour des dindons, il faut vraiment... Et ça se passe pas pour vous, pas pour eux. Donc, et en plus, alors, la grosse différence, c'est que vous, c'est votre argent, alors que nous. Ah oui, donc ils sont beaucoup plus décontractés. Ah oui, non, mais il faut rentrer dans leur tête, ces gens-là. S'il vous plaît. Quand les DPE, on ne peut pas isoler par l'extérieur parce qu'on est au-dessus d'un autre immeuble, etc., ça veut dire isolation par l'intérieur. Donc diminution de surface. Oui, 10%. C'est 10%. Oui. Ah, c'est pas idiot ça. Donc on va lever 10%, il faut faire oui, il faut faire preuve de beaucoup de créativité. Voilà. Alors là, là c'était hyper facile. Donc là, je vais essayer d'être très rapide et très synthétique pour rentrer dans les évaluations des biens détenus indirectement. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, les biens détenus indirectement, c'est donc les biens qui sont détenus par vos fameuses SCPI, par vos SCI, par des structures commerciales qui sont propriétaires de biens immobiliers, dont vous êtes actionnaire, par des contrats d'assurance vie qui
contiennent de l'immobilier, etc. Donc, et ça fait beaucoup d'immeubles qui ne sont pas détenus directement par des contribuables, mais qui sont détenus par des sociétés. Alors, si on va... alors, dette déductible, oui. Alors, non, on va à annexe 3. Là tu es dans le passif. Ouais. Alors, c'est là où il y a une petite subtilité. C'est que, quand on détient des biens indirectement par des structures, on va donc porter à l'actif de l'IFI l'évaluation des parts que l'on détient dans les structures qui détiennent des immeubles. D'accord ? Donc, si vous avez 10% d'une SCI qui détient un immeuble qui vaut 100 000, c'est pas très compliqué. S'il n'y a pas de passif, ça vaut 10 000. Auquel on va faire un abattement, illiquidité, parce qu'on est dans une SCI, là, c'est trop compliqué. Mais, là, si jamais l'immeuble, la société ne contient pas que des immeubles, il va falloir faire un prorata pour définir quel est le montant d'immeubles détenu par la société. Et si la société a emprunté pour acheter des immeubles, et c'est là où il y a une différence avec l'autre passif, il va falloir ne retenir que le passif que l'administration accepte de déduire. Hein? Donc, j'ai essayé de faire des petits dessins. Alors, sur les clauses anti-abus, parce que ça, bon, c'est des abus. Hein. C'est un problème des contribuables et qui veulent abuser tout. Alors, non, mais il faut faire très attention. Ça devient compliqué. Alors, j'ai essayé de faire des petits dessins, bien en bande dessinée. Alors, lorsqu'on évalue une société qui a emprunté pour acheter un immeuble, le principe, c'est que l'emprunt, c'est une dette, ça vient donc au passif de la société, donc ça vient donc diminuer la valeur de la part. Logique. Ben non, pas tout le temps. Autrement, ce serait trop simple. Si, par exemple, la société, A, avec un associé X, a acheté un bien qui appartient à la société X, à Monsieur X. Autrement dit, c'est le cas des ventes à soi-même. Eh bien, dans le cas des ventes à soi-même, qui est pourtant très avantageux fiscalement, parce que ça vous permet de faire une transmission quasi gratuite. Donc ça, c'est pour le plan de transmission, pour le moment, on n'a pas eu de scud. Mais sur le plan IFI, on nous dit, ah ben non, puisque, en fait, c'est monsieur qui a acheté un bien de monsieur par un crédit vendeur, d'accord? Donc la dette de monsieur, de la société envers monsieur n'est pas déductible. Bon, ça, quelque part, je dois admettre que je le comprends. Est-ce que vous avez compris que je... Vous avez compris. Donc ça, c'est assez simple. Vous achetez un truc à vous-même, ben, vous ne déduisez pas la dette. Deuxième cas de figure, et si vous arrivez à comprendre, très très bien. Vous êtes dans une société A, vous êtes associé, donc X est toujours associé de la société A, et vous décidez d'acheter un petit immeuble. Si c'est Monsieur X qui a prêté les 500 000 à la société A pour acheter le petit immeuble, là aussi, nos amis des impôts nous disent que ce n'est pas déductible. Parce que là, encore une fois, c'est un membre du foyer, c'est soit lui, soit son foyer fiscal, donc sa femme, sa concubine, bon bref. Est-ce que c'est toujours ça? Non, bien sûr que non, il y a des exceptions. Il y a des exceptions si Monsieur X arrive à démontrer qu'il n'a pas fait ça uniquement pour embêter le fisc. Donc, si c'est pas pour un objectif, non pas exclusivement comme avant, mais essentiellement fiscal. Bon. En fait, il considère la société comme étant transparente. Non, il considère qu'on a cherché à embêter le fisc. Voilà, qu'on a fait ça juste pour pouvoir déduire un emprunt. Donc si on démontre que c'est pas fait dans un but essentiellement fiscal, là on pourrait essayer de lutter contre ça. Et si on démontre que le prêt a été fait à des conditions normales, c'est-à-dire qu'il y a des remboursements, il y a un taux d'intérêt qui est compatible avec celui du marché, à la limite que comme c'était pareil que si on était allé à la caisse d'épargne. D'accord? Mais donc il faut être très vigilant dans ces opérations comme ça. Vous avez compris? Troisième cas. Alors, si on est vraiment les énarques, ils se lâchent. Si
vous avez une société qui détient des parts d'une autre société. Vous voyez, donc la société A, d'accord, et il y a la société B, la vôtre, vous avez 50% de la société B, et que cette société prête 500 000 à la société A, du coup, pour éviter les petits malins qui veulent passer par une société, ils disent attention, vous ne pouvez déduire qu'à hauteur des 50% que vous avez dans la société interposée. Autrement dit, si la société B a prêté 500 000 à la société A pour acheter un bien immobilier, eh ben vous ne pouvez déduire que la quote-part que vous avez, c'est-à-dire 50% du prêt de la société B, qui détient plus de 10% de la société A. Ok? Donc là, attention à ce que vous déduisez. Mais ça, normalement, il faut mieux venir me voir. Hein, ou un confrère. Alors ça, je comprends, c'est la nouveauté. C'est la nouveauté 2024, il y a toujours des nouveautés. Alors là, parce qu'ils ont vu des petits malins qui avaient profité de sociétés immobilières pour acheter des trucs qui n'avaient rien à voir avec l'immobilier. Bon, mais... Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont modifié la loi. Bah oui. Ça, c'est... Vous n'avez pas conçu, peut-être, votre ami Cosian, qui est un vieux fiscaliste brillant, qui est mort depuis quelques temps, il disait que la fiscalité, c'est pas fait pour tirer dans les coins. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un petit malin qui fait un petit truc qu'il faut modifier toute la législation pour essayer d'aller l'attraper. On trouve des... Donc là, il y a des petits malins qui avaient acheté des Ferrari, sans doute, au milieu d'immeubles. Et ils déduisaient tous les emprunts, y compris ceux qui avaient été faits pour acheter la Ferrari. Alors, il convient d'exclure les dettes contractées directement ou indirectement qui ne sont pas afférentes à un actif imposable. Vous voyez, la Ferrari n'est pas imposable. Donc on ne déduit pas l'emprunt qui a servi à acheter la Ferrari, quoi, c'est normal. Bah oui, voilà, donc ça on le comprend plus facilement, mais... sauf si c'est une Ferrari d'habitation. Ok, vas-y. Alors, ce qu'il faut voir... Ah ouais, alors s'il y a encore un truc qui est compliqué, enfin qui est compliqué, une fois qu'on l'a compris, ça l'est moins... donc là, ça résume ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est déductible, d'accord, à concurrence de la fraction imposable des titres. C'est-à-dire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez 50% d'une société qui a prêté, effectivement, vous pouvez déduire que 50%, pas la totalité, c'est lié à la pourcentage que vous détenez. Après, bon, ça marche aussi pour les dettes contractées pour réparer, entretenir, améliorer, construire, reconstruire, agrandir un bien immobilier. C'est-à-dire tous les travaux, toutes les dettes pour les travaux, là vous pouvez les déduire. Même pour la résidence principale. Pardon? Même la résidence principale. Vous avez compris ce que je vous ai dit. Alors la résidence principale, on peut déduire combien? Vous avez fait... 30%. Non, 70. Mais, voilà, vous pouvez déduire 70% des emprunts sur la résidence principale parce qu'elle est exonérée à 30%. Voilà, alors, prêt in fine, donc là, ils nous ont mis, enfin, c'est encore une usine à gaz, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que si vous faites des prêts in fine, vous voyez ce que c'est, des prêts in fine? Voilà, donc, vous avez acheté un bien 1 million avec un prêt in fine, donc ça veut dire que pendant 10 ans, vous payez que les intérêts. Mais, facialement, votre dette, elle est toujours d'1 million, parce que vous n'avez rien remboursé. Et c'est même pas que facialement, c'est économiquement, vous devez 1 million, point. Et bien, pas pour les filles. Pour les filles, vous devez amortir fictivement comme si c'était un prêt amortissable. Voilà. Donc, vu que vous n'avez pas dit Jacques, c'est un prêt amortissable, et c'est-à-dire que vous allez, sur 10 ans, la première année, vous déduisez 1 million, la deuxième 900 000, la troisième 800 000, 700 000, 600 000, 500 000. Le crédit in fine diminue au fur et à mesure que le temps s'écoule. D'accord? Donc ça, alors ça, ils font pas mal de redressement là-dessus. Parce que, bon, c'est vrai que ça va contre le bon sens. Vous avez emprunté, vous devez 1 million, voilà. Et dans 10 ans, vous devez toujours 1 million, si c'est un prêt infini. Pour l'IFI, non. Dans 10 ans, vous ne devez plus rien. Ok, oui. C'est valable aussi, attention, pour les gens qui sont intéressés pour les Parisiens, c'est valable également pour les parkings qu'on achète pour 20 ans. Moi, c'est mon cas, j'ai un parking sur 20 ans, jusque la veille de la fin du contrat, je dois le déclarer à sa valeur d'usage totale, alors qu'il ne vaut plus rien. Je n'ai pas compris. Je dis, il y a la ville de Paris, Saint-Bessot, qui vendent des parkings pour 20 ans. Vous achetez une place de parking pour 20 ans, oui, la veille des 20 ans, il ne vaut plus rien, puisqu'il est fini. Oui. Ben vous le payez, mais sauf, vous allez dire, si vous n'êtes pas propriétaire. C'est un bail. Non, c'est un bail à 20 ans.
Oui, mais donc... Mais comme il est en usufruit, il est considéré comme à sa Je valeur. suis pas sûr, hein. Faut demander à notre expert ou que je regarde. Emma, j'ai pas amené mon... Là, bah, téléphonez-moi. Vous n'avez pas propriétaire de... Non, à mon avis, si vous n'êtes pas propriétaire, vous ne mettez pas. Non, c'est l'usufruit qui font payer. Ah, bah, oui, bah, si, mais il faut regarder le bail. Qu'est-ce que c'est exactement cette affaire? C'est une concession. Si vous n'êtes pas propriétaire de quelque chose, vous ne mettez rien dans l'IFI. Non, mais là, ils m'ont dit, vous êtes usufruitier d'une place de parking qui vaut 200 000 €. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le contrat? Il faut regarder le contrat. Ah bah si dans le contrat, ils vous ont vendu l'usufruit... Alors, après, c'est possible que ce soit un usufruit temporaire, ça existe ça dans les livres, l'usufruit temporaire. Voilà, mais on ne parle pas de la même chose. Vu que l'usufruit, c'est l'usufruité qui doit payer, sauf que je me demande si on n'est pas dans une des exceptions, il faudrait que tu remontes sur usufruit. Bref, mais ça, regardez bien le contrat, ce que c'est. Mais si c'est une concession, c'est pas... Si c'est un usufruit, peut-être. Mais en fait, je leur ai montré que c'était une concession, que c'est pas un usufruit. Bon, vous arrêtez, vous, là, vous êtes vraiment... mais qu'est-ce que c'est que ces deux-là Bon. Oui, mais moi j'ai un petit travail, si, c'est agréable. Bon, donc je vous dis, alors il faut voir ce que c'est, vous me téléphonez, je vous le dirai gratuitement. Vous m'envoyez le contrat. Ok, après, alors, oui, non-déduction contractée auprès de nos SLA, non-déduction des dettes contractées dans le cadre d'une vente à soi-même, c'est ce que je vous disais. Alors, ça commençait à, maintenant, c'est bien encadré. Non-déduction des dépôts de garantie encaissés par le propriétaire. Ah ouais, alors, du temps de... Bah, vous étiez éloigné, mais du temps de l'ISF, on déduisait les dépôts garantis. Et maintenant, on ne les déduit plus, voilà, parce qu'ils considèrent que ce n'est pas une dépense d'acquisition, de réparation, d'entretien. Donc attention, c'est un piège à con, mais à la limite, c'est pas non plus très grave. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure pour vous, et aussi valable pour nos amis des impôts, quand l'enjeu est de 500 balles, ils ne vont pas partir d'une procédure qui va durer 10 ans. Quoi, hein. Donc en général, les rappels qu'on a, les redressements qu'on a sur l'IFI, c'est pas sur des petites choses, c'est sur des grosses différences d'évaluation, et c'est pas 100 000 € de différence. Hein. Parce qu'ils raisonnent pareil, dans la mesure où s'ils font une notification, vous verrez après, c'est 10 ans de procédure, c'est pas la peine. Après, alors, oh oui, il y a ça aussi. On ne peut pas déduire toutes les dettes quand on a trop de passifs. Hein? Alors, bon, je l'ai vu, je ne l'ai pas vu souvent, ça. Mais, alors, exemple. Alors, c'est-à-dire que lorsque vous avez un patrimoine supérieur à 100 millions, d'accord, donc déjà, c'est déjà pas le petit IFI, d'accord, le montant des dettes excède 60% de cette valeur, et bien vous ne pouvez pas déduire plus de la moitié de 5% de l'excédent. Non, mais c'est des grands malades, si je peux me permettre. Alors, tout ça, vous allez voir un exemple, vous allez tout de suite comprendre. Alors, donc, si vous avez un patrimoine de 20 millions et vous avez 17 millions de dettes déductibles, bon, tout le monde n'est pas concerné. Alors, on va calculer 60% de 20 millions. Donc, ça nous fait 12 millions. OK? Or, on limite à combien? On limite à 12 millions, 60%. Donc, les dettes déductibles, c'est 17 millions. Moins les 12 mousants, il reste 5 millions de trop. Et sur ces 5 millions, eh ben, on peut déduire plus la moitié. Au lieu de déduire 5 millions, on déduit 2,5 millions. Voilà, voilà. Donc, du coup, eh ben, on ne peut déduire que 14 500 000 et non pas les 17 millions. Voilà, donc il faut savoir que ça existe. Hein. Allez, slide suivante. Alors, t'as fait quoi là? Allez. On était en annexe 3. Non, non, c'est bon, là on a fait, donc 20 annexe 4 passif. Alors, on a fait les dettes non déductibles. Limitation, bah, c'est ce qu'on a vu, c'est les 60%. Voilà. Ok, mais après, c'est le plafonnement. Alors ça marche, enfin, ça marche bien. C'est vrai que ça peut quand même être utile à un certain nombre de gens, notamment ceux qui ont
des petits revenus fonciers et un gros capital. Dans la mesure où le total, d'accord, de l'impôt sur le revenu et de l'IFI, d'accord, eh ben, il ne peut pas dépasser 75%. Enfin bon, je vais dire, ça commence à faire. Néanmoins, ça peut arriver, et j'ai pas mal de clients à qui c'est arrivé, où ils ont pu avoir la joie de bénéficier du plafonnement. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, 10 000 euros une année où vous avez fait, par exemple, des gros travaux dans vos immeubles, vous allez avoir un revenu foncier qui va être rikiki, d'accord, et en revanche, la valeur de l'immeuble, elle ne va pas être rikiki, elle va rester la même. Donc si vous vous retrouvez avec un revenu foncier imposable, mettons de 10 000 euros, d'accord, et si vous avez un IFI de 10 000 euros, eh ben, il ne vous reste plus grand-chose pour acheter votre baguette. Hein. Donc heureusement, le législateur, dans sa bienveillance et sa compréhension envers les propriétaires, a dit on va plafonner l'IFI. C'est-à-dire que la totalité ne pourrait être supérieure à 7 500 euros. Voilà. Donc du coup, on va diminuer l'IFI pour qu'il vous reste 2 500 euros pour acheter votre baguette. D'accord? Ce ne sera pas faire d'excès, mais c'est mieux qu'une confiscation complète. Allez, oui, il y a passé un temps, oui, maintenant c'est 75. Bon, sachant que je suis ironique, néanmoins, il y a certains contribuables qui utilisent très intelligemment le mécanisme du plafonnement pour effacer l'IFI. Alors heureusement, mais non, ils y ont pensé parce qu'ils ont plafonné le plafonnement. Enfin, vous croyez vous en sortir comme ça, hein? Alors, donc le plafonnement, alors où il est le plafond, réduction, voilà, bah, c'est ça. Donc vous avez, si vous avez un IFI de 100 000, un IR de 70 000, ce qui nous fait un total de 170 000, des revenus de 200 000, d'accord? Donc, ça veut dire que votre plafond, c'est 150 000. Vu que vous payez déjà 100 000 d'IFI, ça veut dire qu'il vous reste que 50 000 pour l'impôt sur le revenu. Or, pas du tout, puisque votre impôt sur le revenu fait 70 000. Donc, du coup, on va diminuer l'IFI pour arriver au plafonnement. Ok? Vas-y. Alors, attends, mais j'ai pas mis le plafonnement du plafonnement. C'était rigolo. Alors, vas-y. Ah non, bah, j'ai pas mis le plafonnement. Ah, bah, alors, reviens au début. Reclique là. Hop. Alors. Réduction des chiffres. Alors. Plafonnement des filles. Et après, c'est réduction des filles. Bon, bah, c'est les dons, ça. Alors, pourquoi j'ai pas parlé du plafonnement, Donc, alors voilà, moi j'ai pas amené mon papier, donc là je n'ai plus exactement les montants, mais sachez que pour ceux qui veulent exagérer, le plafonnement peut être plafonné aussi. Hein, mais sachez que ça existe. Alors, après, vous pouvez faire des dons, et vous pouvez encore, jusqu'au 6 juin, faire des dons. Voilà, 50 000 euros à l'association des avocats fiscalistes dans le besoin, de l'IFI. Ok? Je suis des experts dans le besoin, vous allez voir ça. Voilà. Alors, bon, mais c'est bon, c'est tout. Ouais, convention fiscale internationale, on peut le fonder. Ah oui, ça c'est rigolo. Si, regarde. Il est là. Si, ça c'est important. Mais ça, il ne faut pas que ce soit filmé. Bon, vous allez tout de suite comprendre pourquoi nos amis des impôts ne sont pas très excités sur l'IFI. C'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas déposé de déclaration IFI, vous devez sans doute en connaître des gens qui sont limite. Hein? Il y a beaucoup de gens qui sont, mais c'est limite en dessous, tout le temps. Voilà, donc tous les gens qui sont limite, un jour, ils peuvent recevoir un petit courrier de nos amis des impôts qui s'appelle une lettre de relance amiable. Une lettre de relance amiable, ça veut dire, ils disent, écoutez, chère madame, cher monsieur, il semblerait que
gros distrait que vous êtes, vous n'ayez pas déposé de déclaration, alors que d'après les éléments en notre possession, il semblerait que peut-être, dites-moi si je me trompe, vous auriez dû en déposer. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Je vous en supplie. Bah, très bien. Ah, bien, il essaie de se racheter. Il essaie de se racheter. D'abord, il faut faire un dodo. Exactement. D'abord, vous faites un dodo. Mais vraiment, hein, vous faites un dodo. Vous faites rien. Bon, vous faites rien. Et je vous promets qu'il y a, allez, 36,4% des contribuables, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Ils appellent les impôts. Voilà, ils appellent les impôts. Alors déjà, appeler les impôts, ça veut dire qu'on a reçu le courrier. Donc vous voyez tout de suite que c'est peut-être pas l'idée du siècle. Hein, voilà. Hein, donc vous faites au dodo, vous faites rien. Après, vous appelez un confrère, ou mieux le guidet, qui va vous dire comment vous avez reçu le courrier. Vous l'avez reçu en lettres simples ou en lettres commandées. Sachant que vous avez un délai qui vous est gentiment proposé, le délai en cas de lettre simple, eh ben, il ne court pas. Hein, eh ben non, on ne sait pas quand vous l'avez reçu. Hein, donc, première chose, qu'est-ce qu'il y a dans le courrier? Bon, après, il faut quand même réfléchir un peu. Il n'y a pas de méthode toute faite, autrement, ChatGPT me remplacerait. Après, si effectivement vous dites, oulala, là, effectivement, j'étais trop modeste, bon, il faut peut-être réfléchir en disant, on va peut-être commencer à réfléchir à voir ce qu'on va bientôt faire. Mais bientôt faire, pas tout de suite. Parce que, soit, après la lettre de relance, vous déposez la déclaration, et dans ce cas-là, nos amis vont vérifier la déclaration, et éventuellement, ils vont faire une proposition de rectification. Soit, après votre dodo, vous décidez d'en faire plusieurs autres, et vous faites rien. Dans ce cas-là, il y a deux solutions. Soit ils appliquent ce qu'ils faisaient en matière d'ISF, c'est-à-dire ils vous envoient une proposition de rectification établissant la consistance de votre patrimoine, et là, bah, effectivement, on voit ce qu'on fait. Soit on dépose, ils la contrôlent, soit ils l'acceptent, s'envoient une proposition, soit vous ne la déposez pas, et dans ce cas-là, vous recevez une mise en demeure. Alors là, si vous avez une mise en demeure, généralement, dans 80% des cas, elle est recommandée. Donc, il ne faut pas trop la jouer fine. Hein. Soit, vous avez reçu une mise en demeure en recommandée et vous dites, là, il faut que je fasse quelque chose. Et soit vous faites comme d'autres camarades, vous allez voir directement les impôts pour dire, on va essayer d'être le moins cher possible. Soit vous allez voir donc, le guidet, s'il y a un gros truc, il vous enverra voir le Palmarais pour faire une expertise. Et là, on réfléchit à ce qu'on fait, mais une fois qu'on a reçu la mise en demeure, il faut déposer une déclaration. Même zéro. Si vous estimez que vous avez eu raison d'être modeste, c'est possible aussi. Mais il faut déposer une déclaration, sinon, taxation d'office. Et si la mise en demeure, c'est un courrier simple, qu'est-ce qu'il faut faire? Là aussi, les délais partent pas. C'est-à-dire, la mise en demeure vous donne 30 jours pour déposer la déclaration. Donc, si tout est reçu en lettres simples, courrier simple ou mail, peut-être, j'ai eu une carte, elle a eu un alors, les mails. Mail, coup de fil ou lettres simples, qu'est-ce qu'on fait? Ou qu'est-ce qu'on fait pas? On fait un dodo, c'est sûr. Voilà, on fait un dodo. Alors, un mail, alors ça, c'est un peu pénible. C'est effectivement, nos amis des impôts, maintenant, ils ont tendance à envoyer des mails pour un oui, pour un non. Mais bon, un mail... Le seul risque du mail, c'est que vous répondiez. Parce que si vous avez répondu à un mail, bah, vous l'avez reçu, forcément. Voilà. Donc, si vous ne répondez pas à un mail, c'est pour ça qu'il faut... Dès que vous prenez contact avec le service des impôts, vous sortez du bois et forcément, voilà, soit vous êtes complètement clean, effectivement, ils se sont trompés, c'est un homonyme, c'est pas vous, vous êtes à 500 000 € tout mouillé, ok. Là, effectivement, on peut aller les voir en faisant la fière. Mais si vous êtes limite, faut pas... Voilà, c'est que si vous envoyez le courrier, c'est qu'ils pensent que vous n'êtes pas limite. Hein, autrement, ils ne pourraient pas envoyer le courrier. Vous n'avez pas terminé la valeur du mail, les impôts vous envoient. Alors le mail, oui. Enfin, je vous dis, si vous répondez, vous ne pouvez pas dire que vous l'avez pas reçu. Si, ça arrive très souvent que vous répondez à des mails que vous n'avez pas reçus. Comment vous faites? Les mails qu'on envoie,
ne m'arrive pas. Eh ben oui. Bah voilà, Eh ben, ça, exactement. Et un autre élément, quand vous recevez un mail, de temps en temps, vous savez, il y a une réception. Alors évidemment, vous n'accusez pas réception du mail, hein, ça va de soi. Ah non, ou pas, enfin après c'est une question de, je veux dire, il y a des gens qui... Donc après, si vous voulez notre retour d'expérience, moi personnellement, que ce soit courrier ou mail, en fait la loi, en ce qui me concerne personnellement, la loi elle est simple, c'est lettre recommandée. Avec l'extrajudiciaire, en l'occurrence là, par l'extra fiscal, c'est lettre recommandée. Donc moi je reçois un mail, à titre perso, je reçois un mail ou un courrier simple de l'administration fiscale, pour moi, officiellement, je ne l'ai jamais reçu. Attention, l'administration n'envoie plus de mail direct maintenant, c'est notre alors, boîte. oui, c'est ce que j'allais vous dire. Le truc pervers, c'est ça. Alors, il y a deux trucs pervers. C'est soit ils ont recours à ce qu'ils appellent la plateforme escale, c'est-à-dire ils vous envoient un lien, vous devez cliquer pour aller télécharger le document, et dans ce cas-là, ça a été jugé, enfin, bon, c'est le tribunal administratif de... Non, c'est où? C'est... Non, ils ne sont pas gentils du tout, hein. C'est dans le sud, là-bas, c'est quoi? Non, 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 dans le sud. Non, 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 sud-est. Mais non, à Paris, en région parisienne. Non, 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 bref. Donc c'est un tribunal administratif de banlieue qui a déjà jugé que le fait de cliquer sur le lien escale valait accuser de réception du courrier. Voilà, donc là, faut pas jouer. Là. Quand vous l'avez reçu, il faut faire quelque chose. Voilà, quoi, ça dépend, mais il faut faire quelque chose. En revanche, effectivement, ce qui est pervers, c'est quand ils envoient par la messagerie personnelle, donc via l'espace info.gouv, là, si vous cliquez dessus, ils vous envoient tout de suite un accusé de réception, comme quoi vous avez bien pris réception et qu'ils allaient bientôt traiter le dossier, et que soyez tranquille, on va revenir vers vous. Ça, c'est donc là, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas cliqué. Hein. Alors après, vous pourriez dire que c'est pas vous qui avez cliqué, c'est votre sœur. Enfin bon, je sentis que devant un tribunal, ça va devenir compliqué. C'est toujours la charge de la preuve. Donc ça veut dire qu'effectivement, sur ces sites sécurisés, là, on reçoit les mails dans notre compte des GFIP. Là, c'est, enfin, là, il faut traiter le dossier. Il faut faire de toute façon un dossier, un dodo, et après ils vont quitter. Mais effectivement, dans cette configuration-là, ils ont la charge. C'est à eux de prouver. Et là, ils auront la preuve. Là, c'est indéniable. Donc, si c'est un mail simple et que vous n'avez pas répondu, on a toujours la possibilité de dire qu'il est programmé comme ça, il met en spam entre les mails des impôts. Voilà, voilà. Mais ce qu'il faut, c'est absolument éviter des taxations d'office. Donc, vraiment, si vous recevez une mise en œuvre, il faut faire quelque chose. Parce que taxation d'office, ça veut dire pas possibilité de saisir la commission. Ça veut dire pas possibilité d'aller voir le supérieur hiérarchique, et ça veut dire surtout inversion de la charge de la preuve. C'est-à-dire que c'est à l'administration de prouver que vous avez sous-estimé vos biens. Si on est en taxation d'office, c'est à vous de prouver que l'administration a exagéré, et croyez-moi, c'est beaucoup moins confortable. Donc vraiment, pas de taxation d'office. Alors là aussi, on a un dossier ensemble avec Emmanuel, sur un, c'est pareil, le dossier récent, où donc une de vos camarades se fait inviter par l'administration fiscale à faire des modifications et accepter les corrections et leur évaluation exorbitante. Elle accepte tout et après elle vient nous voir. Donc bah ouais. Là, c'est un peu compliqué. Non, au final, on fait le même boulot, mais c'est vrai que du coup, là, ça inverse le rôle. C'est plus l'administration qui a la charge de la preuve, mais c'est le contribuable. Donc vraiment, quand vous avez l'administration fiscale vient vous voir et qu'elle a respecté le formalisme, il faut vraiment s'entourer de conseils pour répondre correctement. Autant on a des agents de l'administration qui sont vraiment, il y a des gens qui sont bien compétents, compréhensifs, mais le problème c'est pas vous qui choisissez, quoi. Donc si vous tombez sur un type
qui a envie de se lâcher sur des procédures IFI, vous ne maîtrisez pas grand-chose. Donc il ne faut pas... et après, il va vous faire pression en disant, oui, c'est ce qu'elle demande de régularisation, et voilà, vous remplissez, vous acceptez, et voilà... et pour lui, c'est nickel, parce que le dossier, il est traité, il passe à autre chose. Mais vous, vous retrouvez avec une inversion de la charge de la preuve, et peut-être vous n'auriez pas dû accepter. Voilà. Donc il faut vraiment prendre son temps, et ça, c'est donc la démonstration par l'exemple, comme quoi il faut savoir gérer le temps. Vous voyez, on n'est pas pressé. Alors, si par exemple vous recevez en juin 2024 une proposition de rectification, bah, vous voyez, vous allez pas, si vous suivez toutes les procédures, vous allez avoir jusqu'à janvier 2025 avant de recevoir l'avis de mise en recouvrement au plus vite. Au plus vite. Hein, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir le chef, aller voir la commission ça met 6 mois, donc le temps travaille pour vous. Hein, voilà, et en plus c'est votre argent. Hein, donc moins vite vous le sortez, et mieux c'est. Et parce que là, il n'y a pas d'intérêt de retard hein, jusqu'à la mise en recouvrement. Donc si vous arrivez à patienter, à discuter, et le gars des impôts, il a aussi envie de sortir le dossier. Donc si ça ne porte pas sur des sommes importantes, on a toujours moyen de trouver un arrangement. Après, une fois qu'il y a la mise en recouvrement, eh bien, vous pouvez faire une réclamation avec demande de sursis de paiement ou pas. Vous voyez, si vous ne faites pas de demande de sursis de paiement, bon, vous avez un intérêt de retard de 2,4% que vous recevez si jamais il y a un dégrèvement, c'est-à-dire vous payez. Hein, c'est généralement ce que conseille à mes clients qui ont la trésorerie. Vous payez, comme ça vous sort de cette histoire de la tête, vous avez payé, mais c'est pas parce que vous avez payé que vous ne pouvez pas faire du contentieux. Donc si vous pensez que vous avez raison, eh ben, vous payez, et ça vous fait un placement à 2,4% net d'impôt, voilà, si vous avez un dégrèvement au bout du compte. Bon. Si vous réclamez des sommes que vous ne pouvez pas payer, eh ben, dans ce cas-là, pas grave, vous ne payez pas, et vous demandez le sursis de paiement. Voilà, dans le sursis de paiement, il faut donner des garanties. Normalement, s'ils viennent vous chercher sur l'IFI, il y a des garanties, puisqu'il y a un patrimoine immobilier. Donc, vous allez prendre comme garantie, vous allez leur donner comme garantie une hypothèque qu'ils vont prendre de toute façon. Si vous voulez, la règle de base, c'est leur donner ce qu'ils peuvent faire tout seuls. Hein. C'est-à-dire que leur donner une hypothèque sur un bien immobilier, même si vous ne le donnez pas, ils peuvent le faire tout seuls. Donc, autant leur donner. Et comme ça, vous êtes tranquille. Jusqu'à quand? Jusqu'en juin 2030, vous voyez? Donc il n'y a pas le feu au lac. D'accord? Non, mais il faut vraiment que vous ayez ça en tête, que tout le monde a intérêt à trouver un arrangement rapidement, autrement ça va durer pendant, c'est quoi là? 7 ans, vous voyez? 6-7 ans. Oui, je voulais savoir quels sont les moyens, d'après vous, du fisc pour détecter les biens à l'étranger, en Europe. Alors, ça dépend déjà de l'étranger. Donc, le meilleur paradis fiscal, c'est quand même les États-Unis. Hein, parce qu'ils veulent tous les renseignements, mais ils ne communiquent pas grand-chose. En revanche, tout ce qui est Suisse, Espagne, Portugal, alors eux... L'Europe, c'est automatique, en fait. Ah ouais, là, on a un échange automatique. Alors, sur les relevés bancaires, mais sur les relevés bancaires, sur les comptes bancaires, et sur les comptes bancaires, on voit quand il y a des loyers, par exemple. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on peut repérer les loyers. Alors, c'est vrai que les immeubles à l'étranger, j'ai jamais vu, sauf dans le cadre d'une ESFP, c'est-à-dire d'une procédure lourde de vérification, où là, effectivement, ils épluchent tout le patrimoine du contribuable. J'ai rarement vu des redressements IFI qui ne portent que sur des biens à l'étranger. Si vous avez des flux financiers qui viennent de l'étranger sur vos comptes français, ils vont voir, ça c'est sûr. Mais si vous avez sur des comptes étrangers, ils ne le voient pas, ils ne peuvent pas le deviner. Donc c'est ça, il faut que tout soit étanche en fait. Oui, non, mais j'ai bien compris, mais la question est, est-ce qu'il y a un accès au cadastre des pays étrangers? Ah oui. Oui. Si vous regardez la Convention internationale qui est sur Internet, s'il y a ce qu'on appelle un droit de communication ou un droit de... si c'est un droit de communication sur les administrations fiscales étrangères, là, il faut qu'ils demandent. Mais il faut qu'ils se posent la question. Voilà. Donc, pour se poser la question, il faut qu'il y ait des flux. Voilà. S'il n'y a pas de flux, il n'y a pas de raison, sauf parce que... Voilà. Et la difficulté, que je n'ai jamais vue, c'est comment ils vont évaluer le bien à l'étranger. Et j'allais dire, quelle va être la commission de conciliation compétente. Oui, ça c'est pas mal. D'accord.
Parce que quand par exemple c'est la commission, si c'est un bien en Espagne, est-ce qu'on va aller devant la commission? Je ne sais même pas. Enfin, je sais pas, j'ai jamais vu. Monaco, la commission compétente, c'est pareil. Pour Monaco. Oui, mais Monaco, c'est un statut un peu bizarre, mais j'ai jamais vu en commission, tu as déjà vu des biens en Espagne, au Portugal, et Dieu sait qu'il y en a, hein. Mais j'ai jamais vu. Parce que, après, l'administration a, la difficulté d'avoir l'information, et deux, comment ils vont pouvoir évaluer le bien d'une façon fiable. Mais bon, théoriquement, c'est possible s'il y a un droit de communication. Mais encore une fois, pour l'IFI, on va se casser la tête, sauf s'ils ont un renseignement particulier. C'est les indices qui vont les orienter. Mais pour la Suisse et la Belgique, ils ont ces moyens de Suisse, maintenant, oui. Mais oui, enfin, ils ont les moyens, bien sûr, mais oui, encore faut-il qu'ils les utilisent. Ils vont pas les... Enfin, je vous dis, j'ai jamais vu des biens... T'as vu, toi? Jamais vu dans la commission des biens... En revanche, on a vu des biens français qui appartenaient à des étrangers. Alors ça, on en a vu en pagaille. Hein? Les biens, moi j'ai vu beaucoup de dossiers sur des biens monégasques laissés par des Russes. Alors, là, c'est le truc que j'ai sauté, c'est l'influence des conventions internationales sur l'IFI. C'est-à-dire que le principe, c'est effectivement, on a une neutralisation de l'imposition, c'est-à-dire qu'on va imputer, si par exemple vous avez un bien en Suisse que vous devez déclarer en France, vous allez imputer sur l'IFI français, l'IFI payé en Suisse. J'en sais rien, il faut regarder, c'est prévu par chaque convention pour neutraliser les doubles impositions. Hein? Où on peut trouver ça? Ah ben sur internet, vous tapez convention franco-suisse ou convention franco-Émirats arabes unis ou franco-US, États-Unis, vous trouvez tout. Monsieur. J'ai une région secondaire en Italie que j'ai reçue par donation ou partage. Est-ce que la valeur locative qui est indiquée sur un avis de taxation local, est-ce que c'est admissible? Parce que j'aurais des contestations là-dessus, sachant que le bien en vénal vaudrait 3 fois plus. Combien? La valeur vénale, ça serait combien à peu près? 3 fois plus que la valeur locative indiquée sur les. Vous mettez la valeur locative, c'est bien bon. Ils vont pas aller voir. Ah oui. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils peuvent interroger l'administration italienne, ça oui. En même temps qu'on ne vend pas, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Alors, en plus, ce qu'il faut savoir, ça, c'est que les règles de prescription, c'est-à-dire sur les biens qui figurent sur votre déclaration d'IFI, c'est 3 ans. Sur les biens que vous avez oubliés, c'est 6 ans. Donc, si vous avez déclaré pour 100 000 € votre résidence en Italie, vous interrompez la prescription. Donc, ça veut dire que chaque année qui passe, c'est une année gagnée. Et s'ils reviennent en disant, mais comment ça vaut pas 100 000, ça vaut 300 000, et bien ils vous redresseront sur les 3 dernières années, pour peu que vous ne ronchonniez pas. Mais si vous ronchonnez, on pourra trouver des arguments, donc je ne dis pas. Sur la valorisation. En revanche, si vous ne l'avez pas déclaré, vous êtes mort. Voilà. Mais si vous l'avez déclaré pour un tiers de la valeur, la prescription elle passe, et après c'est à eux de prouver que ça ne vaut pas 100 000, mais 300 000. Donc ce qu'il faut, le conseil que je donne, moi, c'est de déclarer les biens à l'étranger. Voilà, mais sans passer trop de temps pour déterminer la valeur. En termes violents, ces choses-là sont dites. Ouais. Et si on vend un bien qui a un décalage entre ce bien déclaré à l'IFI, vaut 3 ans. Et pour ça, arrêtez de vous casser la tête. Les gens qui se cassent la tête, là, c'est sur 3 ans, sur 1%. C'est bon. On va pas mort d'homme. Voilà. En revanche, c'est sur la succession que ça va être plus douloureux. Ah ouais. Parce que votre bien en Italie, je ne sais pas ce qu'elle dit la convention franco-italienne en matière de succession, mais je crains qu'ils soient imposables aussi en France. Les parts sociaux pour les SI sous IS, oui. Comment vous calculez? Pareil, les SI à l'IS, ça se met dans l'IFI. Hein. Oui, non, j'ai compris, mais le mode de calcul, c'est-à-dire il y a le compte courant, tout ça, non? Pareil. Le compte courant, je vous rapporte. Est-ce que le compte courant, il est à vous? Alors, est-ce que c'est dans un objectif principalement, il faut prouver que ce ne soit pas un objectif principalement fiscal? Et là, alors, en général, on considère que ce n'est pas un objectif principalement fiscal si le compte courant est antérieur à la naissance de l'IFI, c'est-à-dire en 2018. Si le compte courant existait avant, on ne peut pas dire que vous l'avez fait exprès pour ne pas payer l'IFI, puisque l'IFI n'existait pas. Non, mais le mode calcul normal, quand c'était hier, on repose en plein clair. Oui. Mais si c'était en IS,
Il n'y a pas d'histoire de... Alors, sur les sociétés civiles, comme on met un abattement pour illiquidité, on met des abattements. Il y a déjà en général, alors ils n'acceptent pas toujours les 20%, mais bon, vous les mettez, vous mettez 20% sur illiquidité. Alors, sauf si vous êtes tout seul, alors là, c'est compliqué. Mais si vous êtes. Alors, si le 2, c'est monsieur, madame, c'est un petit peu compliqué, on peut mettre 10%. Parce que les femmes, ça ne se laisse pas convaincre aussi facilement que ça. Donc, 30%. Mais, en France, si le contribuable est décédé mais qu'il n'a jamais déclaré l'IFI, comment ça se passe pour les héritiers ou successeurs? C'est pas grave. Il est mort. Donc s'il y a quelqu'un qui a fauté, c'est pas les héritiers, c'est lui. Donc ça veut dire que déjà on n'aura pas le 42 ans. Donc ça veut dire que pour les 6 ans, l'administration peut dire ah ben, mais là c'est le notaire qui va vous casser les pieds. Donc il ne faut pas vous laisser casser les pieds par un notaire, parce que là vous dites au notaire d'appeler un confrère ou moi. Parce que les notaires, c'est ce que vous disiez en préambule, ils ne veulent pas de problème. Donc ça, on voit bien que ce n'est pas leur sou, ils veulent tout payer. Donc là, si vous avez dit, bon, il y avait un IFI qui était normalement dû, et ça arrive souvent. Il n'a pas été payé. Ben oui, voilà, il n'a pas été payé. Mais le notaire, il n'a jamais rien demandé. Eh bien, tant mieux. Eh ben voilà, vous attendez que le fisc vous demande quelque chose. Mais il faut demander sans rien. Alors. Ah oui, 6 ans. Mais de toute façon, il peut demander chaque année qui passe, 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an. Ils arrivent tout seuls. Vous n'allez pas les chercher. C'est vraiment un truc de s'auto-flageller. Attendez que si vous avez un courrier du fils, vous dites effectivement, il faut que je vois, mais c'est vrai que papa ou maman, elle n'a pas payé les fils. Pourtant, je l'avais dit. Pourtant, je l'avais dit. Mais... Ça veut dire que les héritiers sont obligés de payer ah bah oui. Pour la personne oui. qui a fauté. Bah oui, mais c'est pas grave. Là, on parle d'1 ou 2%. Et sauf que les héritiers, ils vont surtout payer les droits de succession, et ça, c'est beaucoup plus douloureux. Oui, c'est pas de... Bah oui. La fin du mois. C'est au 1er janvier, l'IFI, madame. C'est au 1er janvier. Donc le 31 décembre, il n'y est plus. Le 2 janvier, il y est. Donc il faut déclarer. Ouais. Après, ça dépend si vous trouvez une histoire à raconter pour dire pourquoi vous ne l'avez pas déclaré, parce que la promesse a été signée avant, peut-être. Oui. Mais bon, ça ne tient pas à la colle forte. Mais non, mais ce qu'il faut, c'est dire au client que ça ne tient pas à la colle forte. Il ne faut pas lui dire on va gagner. Vous payez quelque chose sur ce que vous n'avez plus, quoi. Président, à partir du mois de... Mais vous l'aviez au 1er janvier. C'est ça la règle, c'est que vous l'aviez au 1er janvier. Voilà. Mais on pourrait encore compliquer plus, si on suit votre raisonnement, en faisant un truc pro rata temporis au nombre de jours par an. Ça, ils n'y ont pas pensé, ne leur donnez pas cette idée. Compte tenu des règles de prescription, 3 ans, 6 ans, si on est un peu à la limite, il vaut mieux déclarer, tout en peut-être, même si on sous-estime. C'est une bonne remarque, effectivement. Parfois, on dit aux clients, là, il vaut peut-être mieux déclarer parce que vous avez 3 ans de prescription. Voilà. Mais après, ça dépend, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que ça dépend de ce que vous appelez, si on est limite. Parce que j'ai des clients qui sont limite à 3 millions, vous voyez. Donc, là, je dis, ils ont des impôts, ils voient bien que la limite, elle est dépassée. Donc là, je leur dis, vous déclarez tout seul. Vous êtes, voilà, si vous posez la question, vous déclarez. En revanche, si vous êtes 1 350 000, mais en vrai, sans être trop modeste, c'est difficile. Est-ce que le fisc qui va avoir autant de mal que vous de savoir si vous êtes 1 350 000 ou 1 295 000? Mais par contre, si on déclare alors que le marché est baissier, tout d'un coup, ça peut allumer un radar, même si les enjeux sont faibles au regard du fisc, mais est-ce que ça risque? Actuellement, c'est effectivement aussi la question. C'est-à-dire, vous dites là, peut-être j'étais imposable au 1er janvier 2023, au 1er janvier 2024, je ne suis peut-être plus. J'ai eu cette question-là cet après-midi. Effectivement, c'est un petit peu. Donc, j'ai déconseillé effectivement à votre camarade, parce que de déclarer un IFI aujourd'hui sur un marché qui est en forte baisse, du coup ça va nécessairement mettre un warning. Pourquoi est-ce qu'en 2024 vous
déclarez des filles et pas en 2023 alors que le marché était plus ouvert en 2023. Et tout ça, c'est des logiques où il risque d'y avoir un warning sur leur... Les clients ont des immeubles entiers et qui seront allumés quand même. Parce qu'il y en a une procédure en cours. Oui. Est-ce qu'on a intérêt de l'indiquer dans la déclaration de tel et tel bien? Pardon? Parce qu'il y a...